Bonsoir à tous, on va démarrer presque à l'heure. Donc je vous remercie d'être venus nombreux pour écouter Olivier Legrand et Grégoire Dumont, pardon. Dumont-Legrand, architecte. Ils sont basés l'un à Paris, l'autre à Bordeaux. Donc c'est une agence avec 2 sites. Ils sont associés depuis une quinzaine d'années. Les agences sont à peu près une dizaine de personnes dans chaque site. Et ils sont engagés donc, depuis une quinzaine d'années sur les filières bio et géosourcées qui vont nous raconter ce soir, particulièrement engagés sur la filière chanvre notamment, et actuellement sur le plan national terre dont l'agence fait partie du comité d'engagement. Voilà, donc écoutez, je vais vous les laisser vous raconter des belles histoires de filière. Merci. Bonsoir. Donc, je suis Grégoire Dumont, Olivier Legrand. On a une agence qui existe, qu'on a montée à Paris il y a un petit peu plus de 15 ans et qui s'est déployée à Bordeaux il y a 7-8 ans quand Olivier est parti à Bordeaux. Mais donc, on a une seule et même agence avec 2 équipes un peu transverses qui se promènent entre Paris et Bordeaux. Ce qu'on va vous présenter là, c'est des retours d'expérience à travers différents projets qu'on a réalisés ou qu'on est en cours ou d'autres projets qui sont en cours de chantier ou en cours d'études. L'idée, c'est de traverser un peu des histoires de matières, de projets, et de vous expliquer un peu les histoires de chantier de ces différents projets. Voilà, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'agence travaille au plan national terre. On s'est fort engagé, je dirais, au début sur la question du chanvre, mais on va vous raconter tout ça à travers les projets. Voilà, on va commencer comme ça. Ah oui, non, si, voilà. Les retours d'expérience, en fait, les thèmes qu'on développe sont les suivants. On va commencer par évoquer quelques projets d'agence qui racontent un peu, je dirais, le démarrage de notre agence à travers ces 4 projets de taille moyenne. Ensuite, on va vous présenter 2 opérations de logement, l'une en réhabilitation, l'une en neuf et des écoles. Et 2 écoles, 2 écoles en réhabilitation également et une école enfin neuve. Et on va vous présenter l'expérience de Biganos, qui est une opération de logement en terre chanvre qu'on est en train de finir de livrer près du bassin d'Arcachon. Ils sont tous ouverts. Normalement, sur le PDF, Ouais, ils sont tous ouverts. Ouais. Donc on a démarré l'agence avec un tout petit projet qui est un préau à Versailles. C'est bon. Et on sortait à l'époque de l'école d'architecture de Paris-Belleville tous les deux. Olivier est ingénieur STP et architecte, et moi je suis architecte. Et on souffrait un peu Enfin, on a énormément appris, on a énormément hérité, je dirais, de la spatialité moderne du XXe siècle à travers tous nos professeurs de l'école d'architecture à l'époque. Et comme pas mal d'amis architectes qui sortaient de l'école à cette époque, on avait l'impression de manquer cruellement, je dirais, de savoir technique, d'expérience, de chantier, etc. C'est normal quand on sort de l'école, mais là, c'était quand même un point assez important, je dirais, à cette époque, en 2000, enfin entre 1995 et 2005 pour nous. Et donc on a un peu mis les mains dedans en essayant de faire des projets. Vous allez voir des petits projets qui questionnaient la matière sans être nécessairement dans une démarche environnementale comme on peut en parler maintenant. Mais en tout cas, bon, là, ce premier projet, c'est un préau à Versailles. C'est un petit projet qui est construit sur la base d'un madrier qui est le même à la fois en mur et à la fois en charpente. Ensuite, voilà, ça c'est là, et dont le plafond fait voûte sur toute la longueur du bâtiment. Une petite maison à Boulogne en maxi-briques Cholet à la peinture d'extérieur. Donc là aussi, une paroi unique, assez peu d'isolation, et l'idée étant, et pour ce projet tout blanc ou ce projet tout en bois, qui est une maison individuelle, à chaque fois, je dirais, de questionner un matériau ou deux, mais
d'essayer d'apprendre à travers ces petits chantiers, j'ai envie de dire, la question de l'assemblage de la matière. Voilà. Et enfin, un premier projet qui va commencer à nous faire basculer en 2012-13 sur le chanvre. Et on va vous en parler un peu plus précisément juste après. Et ensuite, on a commencé à toucher des programmes, je dirais, un peu plus larges, des écoles, dont cette école à la Ville du Bois, qui est tout en bois, dont on parlera aussi peut-être un peu après. Voilà. Alors, je repasse sur l'autre slide. Pardon. Donc là, je vais aller chez Bruno et tu fais l'image après. Ouais, vas-y. Donc pour commencer, je reviens juste sur là. Là, on va vous parler de la Huchette, qui est un petit immeuble en réhabilitation dans Paris, dans un petit immeuble du XVIIIe siècle. Brunois, c'est un peu le même modèle. C'est un immeuble d'habitation construit au XVIIIe en Essonne, enfin en 91. Ouais. Et ensuite 2 écoles, mais entre les deux, entre Creil et Grigny, on parlera de Biganos, qui est ce projet de logement en terre-chambre dont Olivier parlera juste après. Donc la Huchette, c'est un projet, c'est un petit immeuble qui se trouve, petit immeuble du XVIIIe, qui se trouve juste à côté de Notre-Dame de Paris, ici, là, Notre-Dame est là, dans un quartier très dense, très ancien. Au moment où la RIVP nous retient pour faire ce projet, il est question de réhabiliter un immeuble qui est en très très mauvais état, dont on voit les photos ici. Et à cette époque, la maîtrise d'ouvrage n'a pas vraiment d'engagement environnemental sur le projet. Elle nous dit juste sauver ce bâtiment et faites au mieux pour faire des délogements de fonction dedans. Ce qu'on va proposer, en fait, c'est... Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on travaille, au moment où on monte l'agence, on travaille un peu la main dans la main avec une agence d'ingénierie qui s'appelle LMING, Laurent Mouly et Grégoire Mouly ingénieurs, qui sont 2 frères, et qui à l'époque, en même temps que nous, au moment où ils montent leur agence d'ingénierie, structure, enveloppe et thermique, se questionnent pas mal sur le chanvre et tous les matériaux dont on parle beaucoup maintenant. Et on va aborder ce projet avec eux sans avoir réellement de grande expérience sur le sujet. Et donc on va réhabiliter cette aile du XVIIIe siècle ici et créer une petite aile en retour sur le côté ici. Cette aile ici du XVIIIe siècle, on va l'isoler en béton de chanvre intérieur et en extérieur, on en parlera juste après. Et on va trancher avec une intervention un peu plus contemporaine sur la partie arrière. Je passe un peu cette slide-là. Sur les plans, voilà, donc on est sur un plan carré assez classique, une aile en retour à l'arrière qui était en très très mauvais état et qu'il était quasi nécessaire d'être démolie, et une requalification de tous les étages. Alors le chanvre, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'élèves ici qui en ont beaucoup, qui l'ont beaucoup appréhendé, je dirais, dans vos différents studios là, ces derniers temps. Mais bon, je refais un petit récap. C'est un mélange de chenovote, d'eau et de chaux aérienne. Dans notre cas, on va isoler par l'intérieur avec une épaisseur de 12 cm et complété d'un enduit hygrométrique à l'extérieur de 2 cm. L'idée étant, dans ce projet, de restituer un bâtiment un peu hétérogène, 18e, 17e pour le rez-de-chaussée, pour le premier, et de lui donner, je dirais, une seconde vie par ce matériau qui permet toutes les qualités que vous avez certainement étudiées dans votre studio, que sont la perspirance et le changement de phase. Alors on a un petit schéma, mais je ne l'ai pas là en fait, c'est là que je vois que la présentation n'est pas complète, mais c'est pas grave. Donc ce que je vous disais juste à l'instant, c'est qu'on va donc reprendre la quasi-totalité des planchers, réisoler par l'intérieur, par l'extérieur, et de ce fait, l'enduit extérieur va permettre la finesse de l'enduit extérieur va permettre de ravaler à la chaux et de garder toutes les moulures et toutes les mots des natures, je dirais, du 18e. Alors je passe un peu voilà. Donc ce qu'on présente à chaque fois, c'est de manière un peu schématique, c'est le comportement du béton de chanvre. En été, sa qualité perspirante et l'évaporation va générer un petit effet de fraîcheur. Inversement en hiver avec la condensation qui absorbe, qui dégage un petit effet de chaleur. De la même manière que le pull mérinos avec la transpiration en été et en hiver.
quelques petites images de chantier. Donc là, on est au moment où je dirais la démolition se fait, les planchers collaborants bois-béton commencent à se monter. On fait plutôt un focus sur le chanvre, donc là on commence à piocher. Alors ce qui est super important, c'est qu'en réhabilitation, quand on se pose la question du matériau biosourcé perspirant, qui est le béton de chanvre, il faut une paroi qui elle aussi adhère à la perspirance de ce matériau. Et on ne sait pas exactement, on va évidemment pas piocher la totalité du bâtiment au moment où on va prescrire le matériau. Donc c'est le moment du chantier, le moment du piochage est un moment hyper important où on peut potentiellement changer de stratégie d'isolation. Dans notre cas, on a eu pas mal de chance, on a pioché, on a révélé différentes époques, un peu de ciment de remplissage à certains endroits, le ciment étant évidemment à contre-emploi de l'utilisation du chanvre. Et on a eu besoin de faiblement purger le bâtiment pour pouvoir assumer, je dirais, pleinement la cohérence de cette paroi nouvelle qu'on vient mettre dessus. Donc on a eu de la chance, mais ça valait le coup. L'état du chanvre sur la fin. Alors quelle méthode on a utilisée sur ce projet? On a projeté. Donc la technique utilisée sur chantier a été la technique de la projection avec la centrifugeuse. Sur les derniers étages, en fait, super. Ouais. Ouais. Continue ça. Ouais. C'est bon? Putain, je m'en occupe. Ouais. Continue sur le. Ouais, attends, je vais faire ça. De quoi? Il a c'est fait mon écran ordi qui bleu. plante, en fait. Ah, c'est ton ordi? Ouais, c'est mon ordi. Ah. Et sinon, on repart avec le tien. Sinon, on a un ordi, si vous l'avez sur une clé. Ouais. On a un ordi. Ouais, je l'ai sur une clé. Là. Non, il l'a planté. Là, il entend. Ah, si, c'est bon. Tu veux pas. Il va replanter ou pas? Non, je pense que c'est la mise à jour Windows. Tu veux que je m'en occupe et continuer à. Attends, je vais envie de faire ça. On a presque bon. J'espère que pour Clickshare ça va remarcher. Par contre, il y a peut-être besoin de retourner sur le. Ouais. Sinon, vous avez un ordi là? Ouais, sinon on a vraiment un ordi. Sinon, je reclique. Attends, je réessaye juste le. Parce que moi, je peux essayer. Vous avez activé Clickshare? Ouais, non, je l'ai pas encore recliqué. Vous n'avez pas de batterie? Si, non, en fait, c'est juste l'installation Windows qui s'est remise en route. Mais du coup, vous avez quand même pas beaucoup. Hein. Ouais, je vais remettre ça. Ça va charger. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est vrai que ça recommence. Ouais, allez-y. C'est bon. Je sais pas où ça. C'était laquelle? C'était la fin de chapitre. C'était sur. Dans ces deux points? Non, ça c'est dans. Mets-toi là. Avec sa note. Vas-y, je sais pas lequel c'était. Bon, désolé. Donc j'étais sur la mise en œuvre, donc on a utilisé une technique de centrifugeuse. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires de chantier, mais au moment où on projette en chanvre, on était en train de livrer les loges en Josas. Pour ceux qui l'ont étudié, on a vu un proto à l'étage. On est dans un écosystème d'entreprises qui est très fragile, avec des entreprises qui font des redressements judiciaires les uns après les autres, qui achètent la machine, qui se la refilent, etc. Et en fait, la notion, je dirais, de transmission sur ce genre de chantier est hyper importante, et on a fait venir, au moment où l'appel d'offres a eu lieu, c'est Bâti Rénov, une entreprise qui dépend de Bouygues, mais qui est spécialisée en innovation, qui a retenu le marché et qui nous a dit au moment où elle a signé le marché, je ne ferai pas de béton de chanvre, je mettrai du polystyrène à l'intérieur. Et donc on a eu un bras de fer de 3 mois avec l'entreprise en disant écoutez, c'est vraiment dommage, nous, de toute façon, on ne changera pas d'avis. Et en fait, toute l'histoire du chantier est assez amusante, c'est qu'en fait, ils se sont finalement formés, enfin on les a accompagnés à se former, avec leurs sous-traitants, un premier sous-traitant, un deuxième, ça. Et toute cette équipe qui s'est formée en 3-4 jours avec Gérard Lenain, qui est un peu le spécialiste du chanvre en Bretagne,
Cette équipe maintenant travaille dans toute l'Île-de-France et fait des chantiers un peu partout en béton de chanvre. Donc on est vraiment dans des moments de chantier, des moments techniques en fait, où le savoir-faire se met en place doucement, les compagnons apprennent. Et dans le fond, cette technique-là est assez facile à apprendre pour un maçon ravaleur qui maîtrise assez bien son métier. Et je dirais le transfert de technologie se fait assez bien entre un artisanat bien maîtrisé et cette nouvelle technique. Donc je passe un peu tous ces détails-là, parce qu'on a pas mal de projets à montrer. Olivier, peut-être. Alors, si j'enchaîne peut-être sur... donc ça, ce sont un peu les images du projet. J'enchaîne sur Brunois pour vous donner un état d'un petit immeuble qu'on a lui aussi réhabilité il y a 1 an, donc il y a très peu de temps. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on l'a... Alors c'est un petit immeuble qui est un peu bâti, qui est un peu de la même époque que celui de la Huchette, qu'on a réisolé en béton de chanvre à l'intérieur. Et la particularité là, c'est qu'on l'a complètement expérimenté. C'est-à-dire qu'on a... Alors je passe un peu tous les détails. À la différence de l'autre, de la Huchette, on n'a pas isolé par l'extérieur parce qu'on n'avait pas suffisamment d'épaisseur pour que les encadrements et les modes des natures acceptent la petite surisolation extérieure. Mais ce qui a été assez intéressant, c'est que le CAUE de l'Essonne, l'ADEME et le CEREMA ont cofinancé tout un programme de caractérisation de comportement des parois et des ambiances intérieures en humidité, en température, etc. sur toutes les faces. On est à la 2e année de l'expérimentation et l'objectif, c'est d'aller confirmer le fait que tous les calculs savants des ingénieurs de la filière chanvre sont corrects, mais qu'au-delà de ça, ils sont plus que corrects. En fait, ils sont sous-évalués par rapport à la réelle performance de la paroi. Donc aujourd'hui, la filière du chanvre attend beaucoup de ce... Il y a notre projet, mais il y en a plein d'autres qui sont en expérimentation, attend beaucoup de ces différents retours. Voilà, donc ça c'est l'état d'avant, l'état d'après. Je passe. Et je laisse la parole à Olivier pour... le projet de Biganos. Tu l'as ? Je l'ai. Tu l'as ? Ouais. On a un petit bug sur le 2e ordinateur. C'est bon. C'est bon. Et pour revenir à pour revenir sur ce qu'a dit Grégoire au début, déjà pour quelques mots introductifs, c'était marrant parce qu'on vient de l'évoquer, mais on a fait un premier voyage avec Grégoire dans le Vorarlberg, avec cette espèce de fascination pour quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, en tout cas pas à Belleville, c'est l'école qu'on a fait nous deux, et qui était de découvrir qu'un mode constructif et un endroit pouvait produire beaucoup de choses, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le Vorarlberg, mais le principe, c'est une région d'Autriche qui est aidée par pas mal de marketing territorial aussi, il faut le dire, a fait en sorte qu'ils construisent des bâtiments avec du bois qui sont issus des forêts locales, qui transforment avec une industrie qui est implantée localement, selon des procédés qui sont plutôt assez malins et qui ont été globalement inventés par des gens du territoire, et tout ça pour finir par construire des choses sur un territoire donné. Donc cette visite, ça raconte un peu aussi notre engouement pour les matériaux et notre souhait d'essayer, peut-être un peu par mimétisme, d'essayer de reproduire ce qu'on avait vu là, qui était assez surprenant, quoi. Voilà. Je le ferme, celui-là, parce qu'il définitivement... Donc moi je vais vous parler de Biganos, qui est un projet qui a démarré il y a quelques années, qui devrait être livré dans le courant de l'été. Donc Biganos, c'est un concours de logement qui a été lancé par un bailleur social qui s'appelle Aquitanis, qui est un bailleur local assez innovant sur la région bordelaise, et qui a lancé une procédure en conception-réalisation. Donc on a répondu en conception-réalisation, donc peut-être pour une fois avec beaucoup de sens dans le groupement, quoi. Voilà. Donc Biganos, pour resituer un peu, c'est la commune par lequel s'initie un peu le bassin d'Arcachon. Donc c'est les portes du bassin. On voit bien à droite qu'elle a très peu de littoral sur le bassin, mais elle a quand même ses quelques cabanes.
Sinon, c'est plutôt une ville qui s'est développée sur notamment l'industrie du papier et l'industrie du bois d'une manière générale, avec à sa tête, avec en tant que maire, Bruno Lafont, qui est quelqu'un qui est assez attaché à la question du bois, puisqu'il est président des sylviculteurs locaux, donc assez investi sur le bois. Il faisait deux constats. Premier constat, sa ville était en train de se développer, il y avait la ligne TGV qui venait d'arriver, et qui mettait Biganos à 2h30 de Paris, sur le bassin d'Arcachon, pas trop mal comme situation, profitant du développement de l'agglomération bordelaise. Et donc il voyait cogner à sa porte des promoteurs qui s'intéressaient vachement à son foncier, et se dit, il faut que je maîtrise ça, sinon ma ville va grossir, c'est sûr, mais pas de manière maîtrisée. Ça explique un peu pourquoi la zone d'intervention du projet, c'est cette espèce de tentacule orange là qu'on voit, et en fait qui est ni plus ni moins une manière de s'emparer des quelques vides qui restaient à droite de cette tentacule orange. À droite, ici, on a la gare de Biganos Facture, et le centre-bourg est juste au nord du projet. Donc il y avait à la fois une requalification centre-ville, l'arrivée de la gare, et puis cette espèce d'immense ligne droite, là, on est dans les Landes, donc les routes, c'est 50 km tout droit. Et donc ça, c'est une route qui relie Bordeaux au bassin en ligne droite. Voilà, donc la tête de la ZAC, qui est développée avec une petite particularité, c'est que c'était le paysagiste qui était mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre urbaine, et de PMA, un cabinet d'archi et d'urbac de Bordeaux, qui s'occupait du développement. Nous, on est intervenu sur un îlot qui est l'îlot D3, maintenant qui est ici. Le projet s'appelle Terra et Sylva Boyenne. Et en fait, notre constat, c'était on est dans une échelle qui est un peu néo-rurale. C'est-à-dire qu'on est en train de densifier un cœur de bourg, mais finalement, on voit qu'on a pas mal de pavillonnaires à côté, des petits immeubles R1, R2, maxi. Et donc, une ville finalement qui a pas mal de vide. Et on s'est interrogé sur la manière de traiter la densité, puisqu'on était quand même dans un endroit où on posait 150 logements à l'hectare. Donc c'est très dense, voilà. Et donc on a fragmenté notre intervention, ça consistait à faire des plots un peu fragmentés qu'on appelait des grappes. Et ces grappes étant elles-mêmes la réunion de colonnes de logements, pas très hautes. Et dans les interstices de ces grappes, on a glissé nos distributions communes, avec toujours cette idée de légèrement les déhancher pour faire en sorte qu'on bénéficie quand même pour les pièces principales de profondeur de vue, d'éclairement, de caractéristiques de confort d'usage en fait, attendu dans un logement. Tous les gens sont traversants, voilà. Ça donne ce plan masse. Là aussi, on avait un devoir d'intégration des places de parking qui n'était pas si évident que ça. Donc on est venu jouer un peu avec les dessous d'immeubles. On pouvait pas tellement s'enterrer en fait. À Biganos, c'est comme toutes les Landes, c'est un territoire qui est extrêmement plat. Et donc vous donnez un coup de pelle et vous avez l'eau qui jaillit. Voire quand il pleut beaucoup, elle jaillit, il me semble même coup de pelle. Voilà. Donc voilà l'épure des bâtiments qu'on a construits, avec des espaces extérieurs qui dessinent un peu nos façades. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est assez vraisemblable cette vue. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est encore des perspectives. Il y a quelques photos à la fin, mais finalement, ça ressemble pas mal à ce que c'est en train de devenir, avec entre les bâtiments, un cœur de projet assez lâche, travaillé avec des pontons. Donc ça rappelle un peu l'ambiance du bassin, l'ambiance des pontons, l'ambiance maritime qui est pas loin, et avec cette idée de travailler sur deux matériaux, le bois bien évidemment, et puis la terre qu'on devine ici sur les façades. Donc voilà ce que ça donne en images rapidement. Les planches de surf qui sont pas loin. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc je vous dis, c'est pas encore paysager. On a quelques immeubles qui sont déjà presque livrés, et donc c'est en train de prendre tournure.
Et donc en parallèle, évidemment, de cette approche architecturale classique, classique en tout cas, qui est une attention qu'on peut porter sur le projet, évidemment, il y avait aussi cette donnée. Il y avait en fait la particularité, c'est que Amaco, je pense que tout le monde connaît Amaco ici, Amaco avait déjà un peu travaillé dans le cadre d'une étude de la ZAC sur la filière terre. Il y a un peu de terre localement, avec une particularité, c'est que on est sur une région qui est très plate, donc il y avait des alluvions en fait qui ont été déposées au fil des ans, au fil des siècles, et même des millénaires. Et donc ça a donné lieu à la présence d'une terre qui est assez particulière, puisqu'elle est extrêmement, je ne sais pas si je l'ai en photo, elle est extrêmement pure en argile. Et donc il y avait eu des essais, les essais faits par Amaco portaient sur ces trois possibilités, c'est-à-dire essayer de travailler avec de la brique extrudée, donc c'est de la brique un peu traditionnelle, contrairement à la compressée qu'on trouve beaucoup, les panneaux d'argile, donc qui ressemblent un peu à des choses qui existent un peu déjà aussi sur le marché, et du béton d'argile. Donc Amaco avait donc fait une étude de la possibilité de mettre en œuvre cette matière qui était existante sur le territoire, avec finalement des prismes qui étaient, on s'attache déjà à essayer de voir ce qu'on peut faire autour de choses qui existent déjà un peu dans la terre et qu'on sait déjà un peu mettre en œuvre dans la terre, pour essayer de faire en sorte qu'on développe cette filière. Voilà. Donc nous, on a répondu avec une petite exigence d'utilisation de la terre qui portait principalement, donc c'était quand même un projet assez expérimental à la base, et à la base dans le contenu du règlement, et l'idée c'était pas forcément d'expérimenter partout. Donc en rouge un peu foncé, on a tenté l'expérimentation terre, et puis sur les autres logements on était un peu moins ambitieux, et donc je vais vous raconter plutôt l'histoire de ces petites maisons rouges et la résidence sociale, qui est, j'ai oublié de préciser que c'est c'est un bailleur social, donc c'est un projet de logement locatif, résidence sociale et quelques maisons individuelles en social, mais en social. Donc il y avait un peu ce background qu'a présenté Grégoire, qui était la réunion d'acteurs. Déjà, notre entreprise générale, c'était un charpentier bois. Nous, on avait une culture qui est celle que a commencé à ébaucher Grégoire, qui était quand même qui gravitait autour du béton de chanvre. Donc c'était pour nous quelque chose qu'on avait déjà pratiqué avec pas mal de levées de frein. Et puis, du coup, nous est venu assez vite l'idée. Et il y avait un autre BE qui s'appelait Ecosimut, qui était un bureau d'études terre qui travaillait avec nous et qui avait déjà qui était étiqueté comme étant assez spécialiste sur la question de la terre. Donc il y a un autre paramètre qui est rentré en ligne de compte, c'est que on a commencé, en fait, il fallait qu'on construise avec ce qu'on avait sous les pieds. C'était compliqué parce qu'en fait, on ne pouvait pas creuser pour des questions d'eau d'une part et d'évacuation des réseaux. Donc en fait, on n'avait pas de fouille. Donc qui dit pas de fouille, dit pas de terre. Et du coup, il y avait cette chose qui nous titillait un peu, c'était qu'en fait, l'argile était pure. Quand on fait de la brique, des briques de terre compressée ou d'autres types de panneaux, il faut ramener des agrégats. Il y avait déjà un peu cette mouvance qui était lancée dans la ZAC, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des projets qui faisaient appel au savoir-faire d'un briquetier qui est toulousain, qui s'appelle Étienne Gay, et qui ramenait son savoir-faire de briques de terre compressée, sauf que dans la brique de terre compressée, il y a 15% d'argile, le reste, c'est pas ça. Voilà, donc nous, on était un peu dubitatif sur le fait qu'on ne pouvait pas récupérer la terre qui était sous nos pieds parce qu'il y avait trop de choses organiques dedans, donc impropres à la construction. Et il y avait cette argile et il y avait notre background. Donc on a commencé à visiter les locaux de l'entreprise générale, Pyrénées Charpente. Et en regardant ça, en fait, il y avait un truc qui était assez miraculeux, c'est qu'il y avait plein de déchets, c'était des copeaux de bois. Donc on s'est dit, c'est incroyable, nos ressources sont nos déchets. Si on mélange de la terre, de l'argile pure et des copeaux de bois, on a un béton de chanvre ou presque, c'est un béton de bois. Et on a parié que on arriverait en fait à faire un terre-fibre qu'on arriverait à injecter dans de l'ossature bois, qui serait relativement isolant, qui ressemblerait un peu
à du béton chanvre ou du fibralite, voilà. Et ça, c'était notre pari, et on a commencé à investiguer là-dessus, à prototyper en fait les choses. Donc on avait trois fibres, on a prototypé autour de 3 fibres, la paille, les copeaux de bois et le chanvre. On a fait, donc en phase concours, on a commencé à prototyper un peu les choses, donc exactement la même chose que ce que vous faites à côté, en essayant de voir ce que ça donnait, comment ça séchait, comment ça se comportait, et est-ce que c'était rationnel d'arriver à dire qu'on allait pouvoir construire avec ça, en tout cas proposer une solution technique basée sur ça. Ce prototype-là, on a essayé de le lever après avoir fini les essais, et tout est tombé. Donc l'entreprise est revenue vers nous en disant ok, il va falloir progresser, mais allons-y. Donc on était comment dire, à la fois rassurés d'être suivis et en même temps un peu inquiets de ce qui nous attendait. En tout cas de ce prototypage-là, ce qu'il est ressorti, on avait fait des petits témoins qui eux se sont tenus. Et ce qu'il est ressorti, c'est qu'en fait, le mélange Terre-Schoenvogt, c'était un bon compromis parce qu'à la fois, enfin en tout cas, voilà, c'est l'analyse qui vous en est faite, c'est-à-dire qu'il y avait un bon comportement, ça se retirait pas trop, ça se tassait pas trop, c'était facile à mettre en œuvre, c'était isolant, contrairement au copeau de bois qui n'était pas du tout, qui est un vrai ressort et qui marche pas du tout avec la terre. Et par contre, en coût, voilà, c'était pas anodin, je crois que c'était assez cher, ouais. Et enfin, en tout cas, la Schoenvogt est assez chère. Donc on a défini une première hypothèse de travail, et on a commencé à travailler comme ça, on a rendu le concours, on a gagné le concours, et on a cherché en fait à poursuivre ces réflexions, à caractériser la terre. On a travaillé donc pas mal avec Ecosymut, avec des laboratoires qui nous ont aidés à qualifier l'isolant, le pouvoir isolant, la dureté, le tassement, bref, plein de choses comme ça. On a commencé à prototyper de manière un peu plus sérieuse, à regarder ce qu'on pouvait arriver à faire. On avait évidemment exactement la méthodologie que vient de décrire Grégoire, c'est-à-dire la projection de chanvre en background, et on s'est dit mais on s'est dit il y a ça, mais il y avait aussi quelqu'un qui dans la région faisait du béton de chanvre coulé, et donc il y avait ces deux méthodologies qui coexistaient, donc il s'agissait de savoir laquelle des deux on pouvait utiliser, sachant qu'évidemment le béton coulé c'était beaucoup moins coûteux. Et en fait, il s'est avéré qu'il fallait le tasser, on n'y arrivait pas. Donc là, on a le prototype avec le module qui avait été calculé théoriquement pour arriver à tasser pile poil comme il fallait. Finalement, même en mettant 5 personnes dessus, on a fini avec 3 panneaux de CLT et 3 barrières d'autoroute pour obtenir la valeur qu'on avait théoriquement calculée. Donc on a abandonné assez vite l'histoire du béton coulé parce qu'il fallait créer des presses, c'était trop compliqué. On a cherché en fait pendant assez longtemps problématique de retrait, problématique de tassement et surtout problématique de séchage. On a eu plein de problématiques de séchage et donc on n'a pas réussi. En fait, c'est à peu près comme le béton de chanvre, il en faut quand même assez épais pour que ce soit isolant, surtout dans des bâtiments neufs. En fait, on n'a pas réussi à solutionner les problématiques de séchage. La seule solution qu'on avait, c'était d'arriver à faire des modules un peu plus fins, un peu moins isolants, donc de les doubler. Sauf qu'on était en conception-réalisation, on s'était engagé sur une enveloppe. Et évidemment, cette enveloppe, elle ne marchait pas du tout avec le fait de faire des doubles ossatures, etc. Donc, on a commencé à s'intéresser à l'idée de réaliser ce qu'on était en train de faire un peu différemment. C'est-à-dire que là, on était en train de mettre une filière humide dans une filière sèche. Et on s'est interrogé sur l'idée de mettre en place plutôt une filière sèche dans une filière sèche et de s'extraire de toutes ces problématiques qu'on rencontrait. Et donc, on a pas mal cherché. Je vous passe les détails. Et en fait, finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est compte tenu c'est un raisonnement assez logique en fait. C'est compte tenu de ce qui existait à côté de nous, d'un briquetier qui était à 25 km du chantier, des essais qu'on avait tentés avec des gens qui répondaient plus ou moins quand ils étaient trop loin, etc. Ben, finalement, on a développé une brique en terre chanvre, et au lieu d'avoir un mélange qu'on souhaitait être le plus léger possible pour qu'il soit le plus isolant possible, on a plutôt cherché à se dire, ok, on assume le fait d'avoir une paroi qui est avec un isolant traditionnel, enfin un biosourcé traditionnel, donc une solution technique qui finalement est un peu simplifiée, et on va venir plutôt doubler cette paroi d'une brique de terre crue qui va nous apporter des éléments de confort, et donc c'est ce qu'on a fait. On a travaillé donc avec une filière locale, et on a voilà, trouvé ces modules de briques. Donc ça, c'est les briques qui sont en atelier, qui étaient en atelier.
Et donc des briques filées, le principe c'est une filière, donc c'est qu'on envoie de la pression et ça sort par un cadre, et puis on coupe, voilà, on tronçonne et ça donne des briques. Et donc ce sont des briques de terre dans lesquelles il y a à peu près 40% de chanvre. Et donc ce que je voulais un peu démontrer, c'est un peu le processus opérationnel qui nous permet au travers ce procédé constructif qu'on avait imaginé, qui finalement a dérivé sur quelque chose qui est un peu tout autre. Donc on a rempli nos ossatures de briques un peu plus lourdes sur toutes les parties en refend. En façade, on est plutôt en travail en contre-doublage. Donc à droite, on devine le contre-doublage. Là, on devine tous les pare-vapeurs qu'on voit en haut de l'image à l'intérieur de la construction. Et puis à gauche, sur l'image de gauche, on devine à la fois et les croquis et les photos de ce qu'on est en train de réaliser. Voilà, donc ça c'est un peu la forme finale qui est en train de prendre le chantier. Et donc je voulais rebondir, j'enchaîne un peu sur un autre projet, mais en le prenant à l'envers, et de l'intérêt en fait de ce travail qu'on a, et de cette relation de travail qu'on a pu développer en fait avec le briquetier. C'est qu'en fait localement on avait un briquetier qui fabriquait plutôt des pavés pour la ville de Bordeaux, qui faisait de la brique de terre cuite, qui a bondi quand on a commencé à lui dire qu'on s'intéressait à la possibilité de faire de la brique de terre crue. Il y avait Paul-Emmanuel Loiret, Joli Loiret, qui travaillait déjà à nos côtés, qui travaillait déjà dans la ZAC et qui avait déjà travaillé avec la briqueterie du Barp. Donc il avait déjà un peu éclusé cette possibilité de faire de la brique de terre crue dans une briqueterie qui fait que de la terre cuite. On a continué, en fait, on continue encore. Alors, je passe un peu plus vite sur le projet. Le projet, ce que j'ai pas dit, c'est que en dehors de la terre qu'on utilise, il y a aussi, on a des toitures en paille, les isolants biosourcés dans les murs. En fait, on a assez peu de béton. On a les coursives qui sont en béton parce que le SDIS a refusé qu'on les fasse en bois. Le SDIS, c'est les pompiers. Et je passe un peu rapidement sur les... Voilà. Et donc on a commencé à s'intéresser avec eux. Donc il y avait plusieurs sujets de recherche, plusieurs sujets de recherche qu'on essaie de faire avec eux. Le premier sujet de recherche, c'était la terre du Barp, elle est grise. Quand on la cuit, elle devient rosée. C'est les oxydes qui font ça, qui transforment. Donc elle est assez jolie quand elle est cuite, et quand elle est crue, c'est vrai que ça rappelle un peu le béton, quoi. Donc on s'est intéressé, déjà premier élément de réflexion, on s'est intéressé sur la façon de protéger la terre, faire en sorte qu'elle soit peut-être pas lessivable, faut pas pousser, mais en tout cas qu'il y ait une sorte de protection, qu'on n'ait pas des problématiques de poussière, etc. vis-à-vis de l'utilisation. Donc là on a fait pas mal de tests, mais ça c'est de la finition, c'est pas tellement de briquetier. Et ensuite sur la couleur, on s'est interrogé sur la possibilité, donc soit de traiter via les traitements de surface. Et en fait, le gros avantage de la terre crue quand même, c'est que si vous faites un impact dans un mur, vous faites un trou, vous avez un sachet de terre, vous le prenez, vous mélangez, hop, c'est réparé en deux secondes. Donc on s'est dit que c'était quand même un peu dommage d'intervenir sur du surfacique. Donc on a essayé de voir avec eux comment on pouvait intervenir sur la couleur de la terre. Donc là, au milieu, on a 3 essais qu'on a fait avec eux, que je trouve, c'est pas des essais qu'on veut réutiliser tout de suite, mais en tout cas, ça montre la possibilité, même sur une terre grise, finalement, d'arriver à faire fluctuer un peu la couleur. On a bossé aussi avec, on est en train de développer, Aquitanis est en train d'essayer de développer un partenariat avec Leroy Merlin, parce que dans la terre, en fait, on fixe pas la même chose que dans un placo ou que dans un, voilà. Donc en gros, ça pose d'autres problèmes d'usage. Donc c'est assez amusant quand même de voir comment finalement un système constructif engendre au-delà même de la position, en tout cas de son propre développement, comment il a toute une série d'impacts qui répercutent sur des choses de la vie courante, des éléments de confort, mais on le voit aussi des éléments, de fixations, des campagnes de rénovation, etc. Voilà. Donc on développe un partenariat avec ce briquetier et on essaie de le pousser en fait à faire à mieux caractériser sa terre, à faire en sorte de plus normaliser ce qu'il est en train de faire, de façon à pouvoir faire des levées de freins réglementaires plus rapidement dans les projets. Et donc l'idée, c'est on a commencé ce travail à la fin du projet de Biganos, et en ce moment, on est en train de travailler sur une crèche, un centre petite enfance, qui est pas très loin de Bordeaux non plus, qui est à Saint-Médard-en-Jalles, donc c'est le point rouge. Vous voyez qu'on est vraiment pas très loin.
Et donc l'idée, c'est d'essayer de continuer à travailler un peu dans cet esprit, de travailler avec une ressource qui est locale et de travailler dans le sens du développement des filières pour arriver à faire en sorte qu'on puisse utiliser ces matériaux le plus facilement possible. Donc c'est un des axes de travail de l'agence. Là, je vais aller assez vite, mais en complément, donc, enfin, ça c'est des images un peu plus... Bon, bref, le complexe de parois, c'est un complexe assez classique où on est avec un isolant biosourcé en ossature bois. On finit avec du bois et là, on est en train d'essayer aussi de travailler avec du pin des Landes, c'est du pin maritime. Et notamment, ce qu'on n'avait pas trop fait jusqu'à maintenant à l'agence, en tout cas, c'est de voir comment on arrive à travailler dans les marchés publics avec des produits locaux. Qui sont des produits qui sont pourtant produits partout. Le pain maritime, par exemple, on en trouve dans pas mal d'endroits. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de privilégier des ressources locales quand dans un appel d'offres, on n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de désigner la provenance d'un matériau. Voilà. Donc ça, on cède et c'est un peu le sens du travail des filières, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à mettre la main dans une filière, mais en fait, on a là un partenaire qui est ODIS, qui est l'équivalent local j'ai oublié le nom, pas Nowat, mais Nowat c'est Toulouse. Ça va en revenir. Et donc on travaille avec des partenaires locaux qui nous aident justement sur la rédaction, etc. Ce bâtiment-là, il a comme principe très simple, c'est un bâtiment rez-de-chaussée, donc on a large des bords de toiture pour essayer de maximiser protection solaire, gagner les apports d'été, gagner les apports d'hiver, pardon, se protéger des apports d'été, et ensuite des matériaux simples plutôt que d'avoir des isolants en polyuréthane, etc. C'est travailler sur des chutes de béton cellulaire, la mise à port qu'on met sous les planchers, c'est travailler avec le bois local et ensuite avec la terre sur le cloisonnement. Donc voilà le projet qui est en train de voir le jour. On est à la fin du pro. Et on lance l'appel d'offres dans un mois, donc ça va être l'instant vérité. Mais voilà à quoi il ressemble. Voilà, quelques éléments de contexte. Il est en face d'une maison de retraite, donc on partage un parc boisé. C'était aussi ça. En fait, on a pas mal. Il fallait déforester un peu pour arriver à construire il fallait abattre pas mal d'arbres pour arriver à construire ce parc. Donc on a aussi essayé de travailler avec les arbres abattus et essayer de raisonner en se disant qu'il fallait qu'on travaille localement au niveau du bois. Je te recède la parole. Ouais. Je reviens, j'ai pas parlé des loges, je reviens sur les loges, après j'enchaîne. Ouais. Tu crois pas ouais. Attends, je coupe. Faut que j'aille le chercher. Ouais, vas-y. Attends, je coupe là. Attends, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. En fait, j'ai paumé les loges. Et puis sur le... Ouais, je te vois. Attends, je vais Versailles. Merde, j'ai plus le temps. Attends, tu le veux? Tiens. Attends, tu l'as pas les loges, toi? Si. Tu l'as? Vas-y. Enfin, en tout cas, j'ai ce que... Non, mais en fait, j'ai oublié. T'as oublié le forêt? Non, j'ai oublié. Faut que j'aille le récupérer dans une autre. Je l'avais à Versailles. Je prends ça. On va revenir sur le projet des loges, qui est des loges en Josas, qui est un projet de logement il y avait 12 logements, je crois. Donc c'était un petit projet, enfin voilà, qui est un des premiers projets à l'agence qui a été développé avec des matériaux biosourcés, donc avec un LM ingénieur, et qui a été notre première expérience. Je dirais un peu pour essayer de défricher un peu, puisqu'on a commencé à travailler sur ce projet au moment où les règles pro chambre, elles sont émises les premiers indices, je crois que c'est 2007, si ma mémoire est bonne.
Et donc c'était tout frais. Et voilà, c'était vraiment le tout début du chanvre. Donc en fait, c'est un petit retour en arrière par rapport à Biganos, mais ce projet, on l'a fait donc en 2010-2012, au moment où on finissait notre petit préau à Versailles et où on commençait le projet de réhabilitation de la Huchette qu'on vous a montré tout à l'heure. Et là, on est en full chanvre. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a la commande, elle est assez simple. On a un investisseur privé qui est d'ailleurs par ailleurs exploitant forestier qui nous dit je veux faire une douzaine de maisons ici sur cette ancienne ferme. Dans un village qui se trouve être à une dizaine de kilomètres de Versailles, sur un coteau assez beau en fait, qui domine la Bièvre. Donc on est en haute vallée et on a une assez belle vue en face de ces bâtiments-là. On est dans un village très très minéral avec de la pierre, de la meulière. Tous les murs sont très présents. Et on a un investisseur qui nous dit je veux faire un bâtiment en bois. Donc au moment où on fait l'esquisse, on va voir les élus, on commence à présenter un projet. L'élu nous dit ah ben non, ce serait bien si on avait des maisons individuelles un peu dégroupées. Donc il voulait une forme de lotissement. On lui dit non, c'est pas possible. En fait, il faut absolument trouver une cohérence avec le bâtiment patrimonial qui se trouve être à gauche, trouver une forme de compacité et évoquer une ancienne grange tout en faisant de l'habitat individuel mitoyen. Donc là, on a passé un premier frein qui était le frein des élus qui ont dit ok, on est d'accord. Et notre investisseur qui est devenu un peu ami, client, Pierre-Frédéric Richard, a dit ok, mais faites tout ça en bois. Donc là, trouver une matérialité qui rappelle un peu l'épaisseur de la pierre du village, enfin en tout cas qui se place par rapport au reste du village, poser une démarche environnementale en même temps et chercher une isolation très forte. À ce moment-là, en fait, on ne connaissait pas le chanvre. En fait, on a fait plein de propositions avec les moulis, les ingénieurs dont je vous parlais tout à l'heure. On a essayé, on a fait des hypothèses de projets en bardage avec de l'isolation de bois. On a essayé, on est reparti sur de la maxi-brique. On a fait en phase APD ou en APS, je ne sais plus, mais en tout cas, on a fait 5 ou 6 essais, je dirais, de matérialité. Et finalement, le chanvre est venu un peu tout seul au milieu de tout ça. À l'époque, au moment où on commence à réfléchir chanvre, les règles pro sont à leur deuxième version, donc elles sont celles d'aujourd'hui. Hein, les versions qui tardent à arriver sont beaucoup plus consolidées que celles sur lesquelles on a travaillé à ce moment-là. Et évidemment, la filière, on ne la connaît pas. Donc là, à ce moment-là, on a passé pas mal de temps avec le Gâtinais, les filières de Seine-et-Marne. En fait, on a un peu quitté l'agence et on s'est mis un peu dans les filières et on a réalisé que nous, notre position d'architecte, en fait, avait vraiment du sens en s'inscrivant dans ce monde associatif de la filière chanvre, en tout cas à ce moment-là. Dans le sens où les gens du chanvre, les gens de la chaux et les gens de l'association plus généralement n'avaient pas vraiment idée de ce qu'était la commande vers laquelle ils allaient. En fait, ils savaient à peu près quel matériau ils avaient dans les mains, mais ils ne savaient pas très bien comment en parler, comment le communiquer. Il leur fallait des projets pour en parler, pour l'exprimer, quoi. Également, alors c'est très particulier à l'Île-de-France aussi. La troisième couronne d'Île-de-France, elle est vraiment la frontière de la fin de l'urbanisation au début du monde rural. Donc on a des élus qui sont très sensibles à ces sujets, ce qui est évidemment moins le cas quand on est en zone métropolitaine plus dense. Et la question de l'emploi, la question de la ressource, évidemment, touche tout le monde à ce moment-là. Donc là, on est en 2010-2012 et le projet, il est là. On se questionne sur le chanvre. Je ne vous remets pas toutes les slides. Donc ça c'est le projet réalisé. On est là dans la vallée de la Bièvre, sur ce site ici, avec tout le village qui se trouve ici. Et là, on a les 3 volumes existants de l'époque, donc une énorme grange quasi en arrêté de paix, enfin, qui était quasiment en train de tomber avec les toits qui tombaient. Un bâtiment de la reconstruction des années 50 qu'on a démoli. Et une aile en retour ici qui a été entièrement restaurée. Donc on a gardé, je dirais, les 3 quarts de ce site. Au niveau patrimonial bâti, ça c'est un peu le projet terminé. Le projet est à la fois terminé et j'avance. Voilà. Donc les plans sont là. L'idée, c'est d'organiser tous les logements autour d'un corps de ferme, partagé et de mettre en face extérieure tous les jardins privatifs, de constituer ici un jardin, je dirais, de la copro qui fasse un peu l'interface entre la vallée et les jardins privatifs pour donner un espèce d'écran bocagé un peu permanent ici à cet endroit-là. Et les stationnements qui vont se glisser ici à travers un porche à l'arrière du site à cet endroit-là.
Donc on a donc 4 logements là, 4 logements ici et 2 logements sociaux ici. Donc on a 8 logements à l'accession et 2 logements en social avec également ici des places de parking là. Le parti pris, il est très très simple, hein, c'est d'avoir un corps de ferme, enfin d'avoir 2 grands corps de ferme homogènes, unitaires. Un travail sur les façades assez contemporain en fait, avec des jeux de composition de 2 tiers, 1 tiers, enfin en tout cas de jeux un peu qui pourraient évoquer d'anciennes potes cochères, tant de ce côté-là que de l'autre côté. Et un projet donc totalement en chambre, avec une épaisseur de paroi que vous avez expérimenté pour certains d'entre vous à l'étage ici, avec un soubassement en béton. Ce que je disais à Hervé tout à l'heure, c'est que la petite différence avec votre proto, c'est qu'on a fait un coffrage en sapin en fait, sur la partie basse pour évoquer un peu la matière du coffrage. Donc là, on était vraiment très très artisanal au démarrage de ce projet. Et on a monté les FOB ici, qui vont être ensuite remplis de chanvre en plusieurs passes. Alors là aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en 2013-2014, le temps que le projet démarre. L'entreprise de charpente, c'est Méa Construction Bois, donc c'est une entreprise assez intéressante en Ile-de-France. Le maçon, c'est un petit maçon avec lequel on a fait pas mal de projets depuis. Et la personne qui projette le chanvre a une petite boîte à l'époque et se met à projeter le chanvre en septembre-octobre. Elle nous appelle après avoir chanvré, on était à peu près à ce moment-là, pour me dire qu'elle est en redressement judiciaire et qu'elle va quitter le chantier demain, quoi. Je lui dis, bah, écoute, c'est pas très sympa, je ne sais pas comment on va faire. Là, on s'est retrouvé dans une situation de chantier très très critique, avec un investisseur qui commence à être un peu inquiet du choix qu'on lui avait fait faire quelques mois avant. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est exactement ce qui s'est passé à la Huchette, ce que je vous racontais un peu tout à l'heure, c'est que le maçon, Monsieur Fellman, a dit, bon ben moi, mes ravaleurs vont se former, je vais m'arranger avec l'entreprise qui est en train de faire son dépôt de bilan, je vais racheter la machine ou la louer, en tout cas dans un premier temps, et je vais former mon équipe. Donc on a mobilisé une espèce de moment de transfert de métier comme ça, qui s'est fait assez vite, en une petite semaine. Et les maçons, donc les compagnons maçons de l'équipe de maçonnerie, ont hyper bien intégré le métier et ont tout de suite pris le relais. Et je dirais que le bâtiment s'est terminé quasi dans les délais dans lesquels on pensait le faire au départ. On a essuyé évidemment pas mal de sujets que les règles pro n'avaient pas complètement abordés, dont la microfissuration, enfin on pourra peut-être en parler après, mais en tout cas ce qui était intéressant, c'est qu'on a à travers ce projet, on s'est fortement rapproché de la filière chanvre du Gâtinais. On a également de celle de Seine-et-Marne, et il y a une espèce pas de communauté, mais en tout cas de réseau, je dirais, d'architectes, d'entrepreneurs, de cultivateurs évidemment dans la filière se sont appropriés les règles pro, et elles se sont fortement consolidées depuis d'ailleurs, notamment sur tous les sujets, je dirais, de tableaux, de préparation de la microfissuration dont je parlais tout à l'heure, d'appui de fenêtres, etc., de fixation de volets, enfin tous ces petits détails que les projets de chanvre que vous pouvez voir aujourd'hui, chacun d'eux apporte pas mal à la filière, qui est vraiment naissante et qui est évidemment beaucoup moins évidente qu'une maçonnerie classique. Je termine sur cette image et en fait je vais enchaîner sur la présentation. Oh, désolé, je reviens. Donc là l'idée. Ça fait mal aux yeux. Là, l'idée, c'est de parler de deux écoles. Une école à Creil, donc dans le nord de Paris, à une petite heure de Paris. L'autre, la dernière à Gennevilliers, et la deuxième à Grigny en Essonne, juste à côté du patrimoine des Milaillots, Grigny-Grande-Borne. Dans le cas de Creil, on est sur un bâtiment école du 19e siècle, en pierre calcaire de la vallée de l'Oise. C'est une pierre qui est un peu fragile, qui est assez claire. Vous verrez, qui est plutôt très sombre parce qu'elle est paravalée, mais qui à la base est très claire.
Et dans le cas de Grigny, on est sur un bâtiment en béton des années 70 de l'architecte Balic qui a pas mal travaillé avec Camille Ayot, donc tout en béton. Et, voilà. Et la troisième école, c'est Gennevilliers, c'est une école pour le coup toute neuve. Autant les deux premières sont des écoles en réhabilitation extension, et la troisième, c'est une école toute neuve à Gennevilliers. L'idée, c'est de vous montrer qu'à travers le projet architectural, en fait, au vu des typologies d'immeubles dont on hérite, on a des approches complètement différentes et je dirais le chemin de l'utilisation du matériau biosourcé, il est toujours un peu différent selon le projet. Donc ça va être le cas de Creil, qui est là on a l'état projeté du bâtiment. Il s'agit donc d'un cœur d'îlot constitué donc d'un grand corps de bâtiment existant aujourd'hui qui est constitué d'un rez-de-chaussée. Alors ça c'est l'image projetée. Je crois que j'ai l'image du projet. Après, non, je ne les crois pas. On va créer une aile en fond de cour ici qui va accueillir la restauration et un préau. Et en fait, je dirais le contrepoint qu'on a proposé au programme et qui nous a dans le fond permis de gagner, c'est qu'on a retourné l'école, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accès à l'école se fait par l'arrière, par ici, par un accès qu'on a nous reconsidéré comme étant un accès technique. Et on a restitué, je dirais, l'accès d'origine de l'école ici en créant une première cour qu'on a appelée la cour des Tilleuls et une deuxième cour ici qui va être la cour des Érables. Et en fait, le programme, donc il y avait le retournement de l'école, et la programmation nous proposait de mettre un gros bâtiment de 2 étages dans la cour ici. Et on s'est dit, c'est pas possible. En fait, déjà, on tenait pas les surfaces de cour un peu minimales, je dirais, décentes pour cette petite école de cœur de ville. Et on s'est dit, il faut y aller, il faut surélever ce bâtiment et sur ces grands murs en pierre calcaire, venir surélever une grosse charpente et installer toutes nos classes dessus. Donc c'est un pari qui est jamais évident quand on est en phase de concours parce qu'on n'a pas tous les diagnostics, évidemment. Les ouvrages en général ne donnent pas tout le cadre pour permettre d'évaluer financièrement ce genre de risque qu'on peut prendre avec eux, mais on essaie d'être très pédagogique et de leur dire qu'on va prendre le risque ensemble. Et on l'a pris, et là, le chantier est en cours en ce moment. Donc il s'est écoulé pas mal de temps depuis le concours, mais voilà. Donc ça, c'est un peu l'état actuel du bâtiment, la vue un peu de la cour intérieure, avec le pignon qu'on va, ici à droite, remettre en valeur en recréant toute une séquence d'entrée sur le bâtiment futur. Donc là, on voit ici un peu toutes les interventions qu'on va faire. La surélévation ici sur ce bâtiment-là, le nouvel axe ici dans l'axe du pignon existant, la cour à l'arrière et la restauration en fond de cour. Donc on a l'état actuel ici, là où on voit qu'il y a un énorme hangar. Alors on s'est évidemment posé la question de le conserver, mais il était vraiment dans un état avec un niveau d'amiante phénoménal. Donc on a assez vite abandonné le fait de le conserver. Et ce qui est assez beau, et ce qu'on n'avait pas complètement évalué, c'est qu'en démolissant ce bâtiment et en remettant, je dirais, des bâtiments de petite taille dans la cour, on a redonné beaucoup d'ampleur à l'intérieur de l'îlot et on a restitué un peu la grande profondeur de l'îlot qu'on n'imaginait même pas d'ailleurs quand on a conçu le projet. Donc voilà un peu toutes les zones d'intervention avec les différentes couleurs. Le plan, donc là on voit bien toute la séquence d'entrée avec la première cour, le porche d'entrée, les petites maternelles ici avec leur dortoir et une bibliothèque, le centre de loisirs ici, la cuisine ici avec son accès arrière et la restauration. Bon, c'est un plan assez simple avec la cour qu'on vient reconstituer et redonner bien recadrée. Ce que je voulais vous montrer, c'est en fait, évidemment tout le projet architectural, mais peut-être c'était un peu l'outil de travail qu'on a un peu mis en place et qui nous a vraiment aidé à spatialiser à la fois le projet, à le concevoir dans sa complexité. C'est cette coupe en fait dans laquelle il y a à la fois le bâtiment existant en pierre calcaire qu'on va venir revêtir de briques de chanvre à l'intérieur. Alors là, pour le coup, on n'est pas en chanvre projeté parce qu'on a un temps de chantier qui est très très limité, donc ça nous semblait être le bon usage, le bon matériau au bon endroit ici. On a ici tout un ouvrage en charpente avec des planchers collaborants bois-béton qui sont passés en CLT béton d'ailleurs à la option un peu passée par le charpentier ces dernières semaines, mais qu'on a finalement validé. Des fermets de ciseaux ici avec un petit jeu de couverture qui permet de donner un peu de hauteur aux salles. Des façades tout en bois, donc une espèce de façade très très régulière sur la cour et la galerie sur la partie de l'entrée qui elle
Il y avait une galerie en fait à l'époque, enfin il y avait une galerie là quand on a récupéré le bâtiment, qu'on a démoli, en fait, qui avait pas assez enfin, toutes ces surcharges, enfin elle ne pouvait pas supporter le poids qu'on allait exercer dessus, donc on l'a redémoli. On remonte ici un mur en cogéterne, donc c'est un parpaing faiblement émissif à base de, enfin c'est un parpaing faiblement émissif, et une charpente à l'étage ici avec un peu de laine de bois. Donc on est dans une espèce de mixité assez forte en fait dans le projet. On aurait peut-être pu le simplifier un peu, mais en tout cas ce qui apparaît, c'est que la ligne du projet, dans le fond, c'est l'approche patrimoniale, en fait, en tout cas de restitution des pierres calcaires de l'époque ici et de préservation, qui nous amène à préserver, à finalement faire un travail d'isolation par l'intérieur plutôt que par l'extérieur, pour rester dans cette démarche patrimoniale forte. Donc là, on a toute la façade. Voilà. Et donc le deuxième projet, c'est un peu un contrepoint. C'est un projet donc à Grigny. Donc on est là plutôt un petit peu plus loin au sud, un petit peu après Ivry, à Grigny. L'autoroute A6 passe ici. Il y a la grande borne qui est à peu près à 500 mètres de l'autre côté de l'autoroute. Et là, on est dans un quartier qui s'appelle les Tuileries, qui est à la frontière de 2 zones en rue. Enfin, je vous passe tous les détails de la complexité administrative de Grigny, mais c'est une ville qui est dominante en rue dans son périmètre, enfin dans ses secteurs, on va dire. Et nous, on n'est pas dedans, on est juste à côté, mais bon, c'est un projet municipal. On hérite d'une école qui a été dessinée par un architecte qui s'appelle Balic, hein, qui avait une agence quasi aussi grosse qui avait une des plus grosses agences françaises en fait, dans les années 70 et qui a fait énormément de projets, souvent à côté d'Émile Aillot, qui fait des projets assez intéressants, beaucoup moins lyriques que ceux d'Émile Aillot. Beaucoup plus rationnel, beaucoup plus. Mais bon, en fait, on s'est énormément attaché en fait à son architecture qui est très puriste, très moderniste, très 70. Et l'idée, c'était comment on jongle entre une envie d'isoler, d'envelopper, de déployer son architecture, de l'agrandir, parce qu'on va construire une école, on va faire un city park à côté, etc. Et tout en préservant ces qualités architecturales qui sont quand même assez phénoménales. Enfin, toutes ces qualités architecturales des écoles des années 70 qui ont en fait énormément de distribution intérieure, une trame particulièrement réglée. Voilà. Donc on a 3 volumes reliés, on a une trame structurelle de 3,90 m par 3,80 m, une structure potodale en béton, un état qui frôle la dégradation un peu globale avec, je ne sais plus combien d'enfants, il y a 16 classes au final dans le projet futur en tout cas. Et notre proposition, là aussi, par rapport au programme qui incitait pas mal à tenir, je dirais, la façade de cette rue, à venir bâtir devant le bâtiment pour un peu le cacher dans le fond, en oubliant qu'à l'arrière, il y a une départementale qui est quasi une entrée de ville en fait. On s'est dit, bah non, il faut plutôt venir bâtir le U, donc on a mis la restauration à l'intérieur et flanquer cette partie-là de 2 ailes latérales qui vont accueillir les accueils de l'école primaire d'un côté et de l'école maternelle ici et de l'école élémentaire, de l'école primaire, pardon, c'était ça ici. Tout ça s'articule avec un city-stade qui va faire le lien avec l'espace public, un rond-point qui est juste à côté. Donc on a là voilà, le projet dans ses grandes formes avec le city park, les accès, etc. Une des images du concours avec l'intervention donc de la création de ce socle, la volonté qu'on a de vraiment préserver, je dirais, l'esthétique du projet, enfin son architecture. Et là, je dirais un peu le jeu, c'est d'isoler en paille. Alors pourquoi on isole en paille? Parce qu'on est en Essonne. En Essonne, il y a énormément de cultures proches céréalières. Il y a une filière qui est quand même assez structurée autour de ça. Bon, c'est un coproduit d'agriculture, tout le monde le sait. Le ballot. Cependant, on va proposer d'isoler avec des contre-murs en ossature bois de paille de 22 cm avec un petit complément d'isolation en stéco sur lequel on va revêtir de l'enduit. Donc on a passé énormément de temps en fait, à se questionner sur cette épaisseur-là. Va-t-elle anéantir l'effet puriste d'un bâtiment des années 70 dont les fenêtres sont très très proches de l'extérieur, comme tous les bâtiments de cette époque? En tout cas, le parti pris qu'on a pris, il est de déplacer la fenêtre, de la ramener au maximum à l'extérieur et de garder cet effet de composition
de base du bâtiment. Bon, le plan, voilà, on a la restauration à l'arrière, les 2 accès latéraux, un patio qui va venir éclairer, enfin pas en second jour, mais en premier jour, les salles de restauration des petits et des grands, et un autre petit patio ici. Et bon, voilà. Alors, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que les distributions, le rapport entre la surface utile et la SDP des écoles de cette époque, il est phénoménal. En fait, il y a 40% de distribution par rapport au programme auquel on répond aujourd'hui. Dans les écoles, on est plutôt à 20-25%. Voilà. Je passe. Donc voilà l'idée du contre-mur en paille qu'on va venir mettre sur les façades. Le détail ici, on voit donc le brise-soleil, le complément d'isolation extérieure. La fenêtre qui initialement était située ici, en fait, là, va se retrouver ici. Ce qui fait que le rapport entre le nu extérieur de la façade et la baie va être exactement le même qu'avant. Et on voulait évidemment éviter cet effet de surisolation avec une fenêtre située à 40 cm ou 50 de la face extérieure. Voilà. Et peut-être j'enchaîne sur le dernier projet, c'est Gennevilliers. Donc ça, c'est le City Park. Je sais pas combien de temps reste. Je peux aller très vite pour qu'on ait un temps d'échange, sinon... hein, ok. Non, c'est pas ça. Tu l'avais ouvert là. Attends. Bon, je ne dis là. Donc Gennevilliers, c'est un concours qu'on a gagné avec des amis architectes qui s'appellent Muse Architectes. Et là, on est avec une équipe assez grosse, donc deux archis, tous les bureaux d'études classiques, Jean-Marc Veil en ingénierie structure. Et là, on a un programme de 20 classes. On est ici dans la boucle de la Seine à Gennevilliers, avec le port, le secteur résidentiel. On est juste ici dans la ZAC des Chantraines, qui sera adossé à un grand parc linéaire. On est sur des anciennes zones, des anciennes friches industrielles. Et on arrive à un moment où la préfiguration et l'arrivée des logements ne s'est pas encore faite. Donc on est pas mal en anticipation de la ville par rapport aux futurs logements. Plus précisément, on est ici. On voit ici un peu tous les entrepôts qui vont peu à peu, enfin pas ceux-là vraiment, mais en tout cas tous ceux de la ZAC vont disparaître et toute la partie logement va apparaître ici et nous on est précisément ici. Ça c'est les schémas de l'agence Kobe qui a produit la ZAC et on a donc le contexte ici avec les futurs logements et notre bâtiment qui va se trouver ici. Les enjeux de la ZAC, on a donc 1500 logements, de la mixité urbaine, on est sur le parc, je vous l'ai dit, on a des contraintes, la pollution du sol, un secteur soumis au PPRI et des contraintes acoustiques fortes. Voilà le projet, c'est un grand U dont les accès se font de l'autre côté ici avec un jardin qui va s'orienter à l'est, enfin une cour de récréation qui va s'orienter à l'est sur le parc, donc qui va être complètement mêlé à la linéarité du parc. Et un gymnase sur la droite avec des activités sportives en partie haute et la restauration sur la gauche dans les deux ailes du U. On a un peu les activités partagées et toutes les parties scolaires au milieu. Peut-être la particularité de ce projet, c'est qu'il est lui aussi il est très, très mixte au niveau structurel. C'est qu'en fait, ce qu'on veut traverser à travers tous les projets qu'on vous a montrés, c'est qu'on a abordé des petits projets. Là, on est sur des projets plus gros, mais on fait aussi encore pas mal de petits projets à l'agence. C'est que bien souvent, on est amené à faire des choix qui sont des choix qui pourraient être vécus comme des choix de compromission je dirais mais la complexité souvent des projets et des règles et aussi, je dirais, l'avancée des différentes règles professionnelles ou règles tout court de chacune des filières font que, par exemple, sur ce projet, on ne pouvait pas faire du chanvre. Le chanvre, aujourd'hui, il s'adresse à des établissements recevant du public de la 5e catégorie. Là, on est sur un établissement de la 3e. Et en fait, les règles professionnelles du chanvre, dans celles qui sont le document d'article qui circule aujourd'hui et qui n'est pas encore validé par les services du ministère, permettra de faire des bâtiments de la 3e catégorie en ERP. Et bon, on est face à des choix où on aurait pu faire du chanvre, mais il aurait fallu faire un ATEX ou faire des avis de chantier un peu complexes. Dans le cadre de cette commande publique-là, on savait que ce n'était pas possible de prendre ce risque-là. Donc on est parti sur une solution plus classique de plancher collaborant bois-béton, de façade en paille avec du bardage.
Mais on s'interroge toujours, évidemment, et on est sur une veille permanente, hein, comme toutes les agences qui s'intéressent à ces sujets-là. Et je dirais que ce qui est hyper important, c'est l'échange en fait, entre toutes nos agences. C'est l'échange aussi avec les bureaux de contrôle, précisément sur ce projet-là. On a imposé le bureau de contrôle, c'est la PAV, à notre maître d'ouvrage. En fait, au moment, dans son accord cadre, il n'y avait pas la PAV, et il se trouve qu'ils avaient 8 bureaux de contrôle, qui étaient tous très bien, mais qui ne connaissaient pas le sujet de la paille. Et surtout, l'autre sujet dont je vais vous parler après, c'est la ventilation naturelle. Et on leur a dit, écoutez, si on n'a pas de bureau de contrôle là, on ne saura pas faire le projet. En fait, il faut quelqu'un qui ait un peu cette culture et qui nous accompagne. Donc, je dirais, là, sur ce projet-là, peut-être la petite bascule de l'agence, c'est on s'est dit, on est parti avec l'ingénieur structure Jean-Marc Veil, dont je vous parlais tout à l'heure, mais on est aussi parti avec Switch, qui est un bureau d'études fluides, qui a fait pas mal d'écoles avec la ville de Rosny-sous-Bois, qui est une mairie qui a réalisé en régie pas mal de bâtiments avec des architectes en interne, comme ça se faisait pas mal avant et un peu moins maintenant, pour plein de raisons déontologiques, mais en tout cas, dans leur cas, ce montage a permis à la ville de Rosny-sous-Bois de pousser les curseurs, etc. etc. Alors j'essaie de rebondir sur le projet de Biganos. À un moment, à Biganos, on était complètement coincé. Olivier a eu une discussion avec le directeur technique de la ville de Rosny-sous-Bois, M. Peznès, qui nous a dit vos freins, vous ne les franchirez qu'en rencontrant tous les assureurs de toute la chaîne du projet. Donc on a fait se rencontrer, je ne sais pas, t'en parleras mieux que moi, mais l'assureur d'Aquitanis, l'assureur donc de l'aménageur et d'autres maîtres d'ouvrage, l'assureur de Pyrénées-Charpentes, l'AMAF pour les architectes, etc. Enfin, tous ces gens-là se sont mis ensemble et se sont parlé sur les risques qu'on allait faire porter à chacun d'eux sur les 20, 30 ans ou 50 ou 100 de la vie du bâtiment. Et en fait, c'est comme ça que les choses se dénouent assez souvent quand on est un peu à la frontière des règles. Alors je reviens sur le projet, je suis peut-être un peu vite, donc ça c'est l'aménagement intérieur. Ah oui, non, ce que je voulais dire avec Switch, c'est qu'en fait, notre partenaire Switch, je reviens, je suis désolé, mais en tout cas, a expérimenté sur des petites écoles municipales la ventilation naturelle. Et donc sur ce projet, on s'est dit, banco, on y va, on est avec Jean Pierrot, qui est un peu le sachant de l'équipe, entre autres, enfin en tout cas qui est notre partenaire là, précisément sur ce projet-là. Et il nous a dit, mais on y arrivera, on y va, alors que nous, on ne savait pas trop comment ça marchait. Enfin, on avait on maîtrisait un peu, je dirais, les logiques de flux, tout ça, mais on n'avait jamais fait de projet en ventilation naturelle. Et donc, à l'appui de toutes ces expériences, à l'appui de tout ça, là, on est en phase pro, on a validé, je dirais, toute nos modélisations de flux. La ventilation naturelle, en fait, est devenue un peu l'élément en creux du projet, notamment sur la structuration du plan, vous allez voir, avec ces grandes cheminées, mais aussi avec tous les conduits qui vont traverser tous les étages. Donc ça, c'est le plan masse. Voilà. Une vue de l'entrée, où évidemment l'incorporation de la terre crue, là, c'est quelque chose qu'on a expérimenté aussi sur d'autres écoles. En fait, on arrive assez facilement à en placer, non pas toujours en façade, parce que c'est assez complexe quand même, en tout cas en équipement, mais on essaye d'en mettre systématiquement en mur séparatif interclasses, en mettant une porte d'accès entre les deux classes. Ça permet de dégrader un tout petit peu les objectifs acoustiques interclasses, et ça permet, je dirais, d'avoir une brique de 20 cm d'épaisseur, enfin simple, on va dire, entre classes sans en faire trop, quoi. Le schéma donc, de distribution de l'école, avec les deux accès, les élémentaires ici, les maternelles ici, la restauration, le gymnase qui va servir aux riverains également, une salle polyvalente aussi qui va servir aux riverains. Bon, ça c'est un plan phase concours qui a pas mal changé depuis, enfin en tout cas l'intérieur a pas mal évolué. Les maternelles au rez-de-chaussée, le centre de loisirs ici, la maternelle à nouveau à l'étage ici, la maternelle à l'étage ici. Non, pardon, les primaires ici, la maternelle ici, le centre de loisirs des primaires ici, et à l'étage, les primaires là. Alors, l'autre complexité du projet, c'est qu'on a un projet en phasage, mais ça, je vous épargne le casse-tête que ça a été avec la mairie pour anticiper les projections démographiques qui changent à peu près tous les 15 jours avec ces communes qui ne savent pas très bien, en fait, dans le fond, maîtriser l'avenir, quoi. Donc, on a fait un APD sur un projet fini, on fait finalement un pro sur un projet intermédiaire. Enfin, c'était une vraie complexité de conception. La coupe sur le projet, donc peut-être on va zoomer un peu après. Un point qui a énormément plu au jury, c'est la proposition qu'on a faite d'avoir des coursives à l'est sur la cour,
Donc on a des protections solaires qui permettent aussi de protéger le sud. Enfin, il y a toute une architecture, je dirais, de protection fixe qui s'opère ici. Peut-être ce que je peux dire là, c'est que le projet qu'on a fait, c'est un projet qui aurait peut-être pu être imaginé assez facilement en béton et qui a été assez complexe à traiter en bois. À côté de nous, à Gennevilliers, il y a Sam Architecture qui est en train de livrer un projet très très beau, alors pour le coup tout en béton, mais très très intéressant au niveau plastique, qui lui-même a beaucoup de coursives. C'est évidemment beaucoup plus facile à traiter avec du béton qu'avec du bois. Donc vous allez voir sur la coupe après, on est sur des process un peu complexes. Donc l'écriture architecturale avec ce principe de façade en FOB bardé, des brises-soleil orientables sur une valeur d'une moitié de classe. Donc si une classe fait 8 mètres, ça fait 4 mètres ici. Enfin, c'est un petit peu moins de 4, mais voilà. Là, on est sur une façade plutôt nord-nord-ouest. Donc on a une problématique d'ensoleillement qui n'est pas évidente à gérer ici, mais on a quand même pris le parti d'avoir quelque chose d'assez homogène avec des brises-soleil. Ici, une façade nord. Le principe constructif avec des planchers collaborants en bois-béton, ce jeu de coursives qui n'est pas celui qu'on va faire au final, parce qu'on aura plutôt des dalles béton avec des structures poteaux-bois ici et des connecteurs extérieurs. Ce système donc, de ventilation naturelle qui fait que chaque classe en fait, aura une prise d'air par Carnot ici qui va remonter dans la classe et une deuxième prise d'air qui va remonter ici. Donc en fait, en gros, on a 2 conduits dans chaque classe qui vont se loger dans les solives ici, et on a calé le pas des solives en fonction des lignes de prise d'air ou de rejet horizontales ici. Donc c'est juste pour dire qu'on a j'avance un peu, sinon on n'aura pas le temps de discuter, mais que ouais, j'avance un peu, je pense. Oh, pardon. Non, désolé. Non, je reviens sur le plan. Je reviens sur le plan, c'est pas bien, mais voilà, comme ça. Non, mais je le vois pas, s'il est là. Enfin bon, si on zoome ici, en fait, tous les petits carrés blancs que vous voyez là, en fait, ce sont tous les conduits qui vont monter et circuler depuis le rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Donc en gros, il reste assez peu de place pour les portes, mais on a passé des heures à pianoter ça. En fait, à un moment même, avec le modèle Archicad, quand on éteint tous les calques et qu'on a tous ces conduits, en fait, on a des tuyaux. L'idée finale, en fait, évidemment, c'est d'avoir un bâtiment qui fonctionne sans renouvellement d'air mécanique, ce qui va être le cas, et d'assurer donc à la collectivité des consommations quand même très très faibles à ce sujet. Voilà. Je reviens sur la fin de la présentation, mais je pense que c'est plus simple qu'on se mette à parler. Non, voilà, bon, bon, voilà, le schéma un peu complexe qui avait été enrichi par Jean Pierrot à l'époque, avec la prise d'air et les rejets, etc. Avec, voilà, je vous passe le détail. Voilà. On va s'arrêter là. Non. Merci. C'est toujours plus compliqué, c'est la première question. Bonsoir et merci. Peut-être, est-ce que vous pourriez évoquer vos premières expériences en conception-réalisation qui ont été menées, ce que j'ai compris, certaines en lien avec des entreprises, ou à Biganos? C'était pas les premières Biganos, c'est en... Biganos, c'est en conception-réalisation. Voilà. Ouais. Comment s'est fait le montage, la relation avec l'entreprise, à quel moment les expérimentations se font dans les études, par exemple, et en quoi ce modèle, du coup, a été profitable, notamment pour la proposition de projet, tout simplement. Alors déjà le montage, ce que j'ai pas dit, c'est que Aquitanis c'était le bailleur social, donc en gros le constructeur du bâtiment, mais c'était également l'aménageur de la ZAC en fait. Donc c'était l'îlot exemplaire, ils avaient le souhait de pousser l'expérimentation assez loin sur un bâtiment en particulier, celui-là. Et donc au moment où ils ont fait le concours, à la fois ils avaient l'ambition de porter les choses assez loin, mais dans le même temps, ils avaient un peu peur de ne pas y arriver ou de ne pas y arriver dans les coûts.
Donc il y avait, c'est pour ça que je dis que c'était pleinement justifié, c'est qu'il y avait et c'est d'ailleurs inscrit dans la loi, c'est que les conceptions-réalisations, normalement, on a le droit d'y avoir recours dès lors qu'il y a une problématique de technicité qui rentre en ligne de compte. Donc là, on était vraiment typiquement dans cette ligne de conduite-là. Et ensuite, Pyrénées Charpente, donc l'entreprise qui a travaillé avec nous, on avait déjà fait un projet avec eux sur une reconstruction de logements à Bayonne. Et dans un contexte un peu particulier d'un projet qui avait été hautement sinistré, il y avait eu un procès derrière, etc. Donc ça s'appelait les favelas de Bayonne, voilà, les favelas de Plantoun. Et donc il fallait réussir à réintervenir sur un site compliqué. Donc bref, ça s'était bien passé. On avait déjà testé, ça avait fonctionné entre nous. Et donc c'est nous qui avons monté le groupement, voilà, et qui a été plutôt bien reçu. On avait un peu peur parce que le sujet c'était quand même la terre. Donc partir avec un charpentier quand on fait de la terre, assez instinctivement, c'est plutôt un maçon qui part. Mais en même temps, il y avait quand même deux enjeux hyper clairement identifiés par l'aménageur, c'était l'utilisation du bois et l'utilisation de la terre. Donc, on répondait déjà clairement, correctement à l'utilisation du bois. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, ensuite, toute l'expérimentation, c'est assez court, hein. On avait quand même 3 mois, je crois, de mémoire en procédure. Donc il y a évidemment, en fait, ce qui est assez marrant, là, c'est impossible de présenter le tout en même temps, mais évidemment c'est des réflexions conjointes, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un process architectural peut-être plus classique dans la forme, enfin plastique, réponse urbaine, voilà, contextualisation du projet, etc., qui se développe, et effectivement en même temps, en fait, compte tenu des demandes de ce programme particulièrement, il y avait l'idée de dégager quand même assez vite le mode constructif pour arriver à expérimenter, en tout cas pour arriver à savoir si on était en train de s'engager dans quelque chose qui était cohérent, quoi. Voilà. Donc ils nous ont ouvert leurs portes de leur atelier assez vite. Et puis l'histoire que je raconte, elle est vraie. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, nous, le béton de chanvre dans les pattes. En fait, on n'avait pas de terre. C'est ce qui était hyper bizarre, c'est qu'on nous demandait de construire en terre, mais en réalité, dans le règlement du concours, il y avait marqué « construisez avec ce que vous avez sous les pieds ». En fait, cette matière-là n'était juste pas du tout disponible puisqu'on n'avait pas d'excavation, 0 excavation. Donc, si, sur 30 cm, mais plein de terre organique complètement impropre à la construction. Donc, il y avait quelque chose qui était contradictoire, quoi. Donc, c'est ça qui a fait naître. Et puis, en fait, il y a une expo, je ne l'ai pas dit, mais à Mako, il y a une restitution. En fait, dans Mako, il y a une restitution, la diapo du dessus. En fait, il y a une restitution de Mako à Arc-en-Rêve. Et clairement, donc il y avait plein de types de terres, il y avait il y avait toute la richesse portée par un Mako qui était sur la table, et un petit sac de terre grise qui ressemblait à s'y méprendre à du ciment, quoi. Donc ça a été assez déclencheur, quoi. Voilà. Et bon, je peux en parler longtemps, mais voilà. Bon, merci de votre présentation. Moi, il y a une question sur effectivement la manière dont vous intégrez l'expérimentation dans l'agence, comment vous la portez. Je ne vais pas vous demander comment vous la portez économiquement, mais ça pourrait être aussi intéressant de comprendre comment une agence d'architecture moyenne peut porter des projets où il faut expérimenter, il faut fabriquer, il faut tester, etc. Et tout ce temps-là qui est très important, et cette recherche qui est importante. Donc comment vous le faites, quoi. Je commence. C'est une bonne question. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de rebondir sur ça parce que, en fait, au-delà de la question des matériaux biosourcés, et je voulais presque le dire en conclusion de l'intervention de Grégoire, c'est que ce soit les loges en Josas ou que ce soit Biganos ou d'autres projets, où on était, enfin, en tout cas, assez expérimentaux. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ça crée beaucoup de liens. C'est-à-dire que, ou même que ce soit dans le constat de la visite qu'on avait pu faire dans le Vorarlberg, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que l'utilisation des matériaux biosourcés, et a fortiori ceux qui en maîtrisent pas bien, quoi,
ça crée de la curiosité, ça crée de la recherche, ça crée donc de l'expérimentation, et en fait ça crée beaucoup de liens. Ce qu'a pas dit Grégoire, c'est que par exemple la mairesse est venue derrière, enfin, elle était sciée par le projet, elle avait envie que ça continue, et en fait il y a un effet boule de neige quoi, dans ces que je trouve très intéressant, et même au-delà de ça, pour répondre à la question, c'est déjà elle est portée de manière collective cette recherche, c'est-à-dire qu'à l'agence elle est portée de manière collective, même si je sais pas, tu pourrais parler du Sion par exemple, mais il y a même un attrait, c'est-à-dire que les gens qui viennent travailler à l'agence, déjà la plupart, enfin, il reste beaucoup, il y a quand même une équipe qui se constitue, alors on est sur une phase de croissance, donc les gens restent, et c'est plutôt engageant. Mais elle est portée comme ça, elle est nourrie du désir des gens qui viennent travailler. Voilà, on travaille tous ensemble et qui viennent produire cet effort un peu commun, puisque évidemment de la recherche c'est du temps. Et puis après, je sais pas, tu peux. Ouais, économiquement, on peut en parler. Ça n'a pas été évident les premières années. Je dis pas qu'on a sucé des cailloux, mais c'était pas loin. Après. On a monté un crédit impôt recherche qui est potentiellement validé cette année. Donc c'est un dispositif fiscal qui permet de faire de l'économie sur les impôts qu'on a à payer. Et on a des personnes clés à l'agence aussi, qui sont arrivées assez naturellement. En fait, on a une ingénieure qui est repartie, qui s'est spécialisée dans la terre, qui avait travaillé chez Ecodimut, qui est resté 2 ans chez nous, enfin un petit peu plus, même 3 ans, Jeanne. On a Martin Paco, pour le nommer, qui lui est très engagé dans les règles françaises de la construction, pareil, qui est resté 3 ans dans l'agence, bon, là, qui est parti faire autre chose maintenant, mais autour de ça, ce sont 2 personnes clés, mais on en a plein d'autres à l'agence qui ont toutes pris un peu leur spécialité. Tout le monde a fait les formations, etc., les formations de propa et tout ça. Enfin, il y a un niveau, je dirais, de connaissance à l'agence qui est assez bon, qui permet, au moment où on fait des concours, au moment où on prend des décisions d'équipe, de border le risque, beaucoup plus qu'on ne le faisait, nous, tous les deux, peut-être il y a 10 ans, j'ai envie de dire. Enfin, on le faisait avec un savoir-faire beaucoup moins fort. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça se déploie bien, c'est-à-dire que chacun prend un peu sa place. Il y a les pailleux, il y a les terreux. Quand il y a bataille entre le chanvre et la paille à l'agence, on essaye de voir. En fait, c'est ce que j'essaie de montrer à travers différents projets, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme. En fait, on essaie de faire avec la filière qui va, avec le bâtiment qui va, et de trouver la bonne solution architecturale, et jamais oublier l'architecture à la fin, évidemment, le dessin. Et ça, c'est peut-être un peu je dirais, le piège. Je ne sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas, on a des gens. On essaye à l'agence de faire en sorte que les nouveaux arrivants, enfin, en tout cas ceux qui sont là, aient un vrai atavisme matière, ça c'est sûr, mais qu'il y a aussi une véritable envie de dessiner, de faire de l'architecture, de dessiner, quoi, de dessiner comme nous. On a été formé quasiment qu'à dessiner, mais pas à construire. Mais en tout cas, ce dessin, la spatialité, le hall d'entrée, l'enchaînement des espaces, les séquences urbaines, etc. Tout ça, c'est hyper important. Et en fait, on le ramène tout le temps, parce qu'évidemment, on peut se perdre dans la matière, quoi. Ça, c'est une problématique de l'agence qui fait que, en termes de méthode, on fait des focus sur les projets, quoi. Voilà. Et peut-être un autre point aussi au niveau économique, on a un doctorant à l'agence. Voilà. On a un doctorant, alors qui, pour le coup, c'était un choix qu'on a fait aussi, qui soit pas avec ses matériaux. Peut-être qu'on en aura un incessamment sous peu, mais pas que matériaux. Donc on a replacé ce doctorat sur la question des sciences humaines plutôt, et en fait il a démarré il y a 6 mois. À travers 2 projets de l'agence, en fait, il fait un chantier participatif avec les enfants des écoles qu'on est en train de construire, et il préfigure avec eux tous les jeudis matins. Il passe une demi-journée avec eux à Grigny. Il va faire la même chose à Melun, c'est une école dont on n'a pas parlé. Et ça c'est phénoménal, parce qu'en fait on a été appelé par la mairie là, pour faire un chantier participatif dans une autre école qui a pas mal de problèmes sociaux. Et en fait, on réalise que notre process, je dirais, de préfiguration et de réflexion un peu en dehors du rectorat, mais plutôt avec la mairie et avec les gens de la mairie et les profs, il marche plutôt très très bien en fait. Enfin, en tout cas, nous, ça nous permet de concevoir et d'incarner beaucoup plus notre travail d'architecte, quoi. Donc voilà, il y a longue matière et longue ressources humaines, j'insiste un peu, mais c'est hyper important pour nous, quoi. Et j'ai l'impression aussi que Grégoire avait attaqué par ça, mais
à Belleville, il n'y avait pas d'atelier matériaux. Enfin, si, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait un atelier bois qui faisait 20 mètres carrés. Enfin, je veux dire, quand on arrive ici, c'est un palace, quoi. En tout cas, vis-à-vis de ça, je dis pas que c'est un palace chauffé, je dis que c'est un palace. Mais, mais c'est vrai que ça, c'est. Enfin, de manière très concrète, par exemple, nous, il y a une semaine et demie, on était chez les briquetiers. En fait, on fait un travail qui déborde en fait de la profession, puisque en gros, on s'intéresse à des normes de 93-001, des choses qu'a priori personne n'aurait envie de faire. Et puis tout d'un coup, c'est bizarre parce qu'on consulte la norme, là, et puis faut construire une brique, il faut aller la gratter, il faut aller l'empiler, il faut essayer de résister à la traction. Et en fait, ce côté un peu faire plutôt que juste concevoir, qui est vraiment, moi je trouve, une tendance nouvelle, en tout cas nous, à laquelle notre génération n'a pas pu goûter, et à laquelle la génération que vous êtes est en train de construire, je trouve, assez astucieusement. Ben, ça, cette curiosité-là, en fait, elle est pas très compliquée à porter, quoi. Bonsoir, donc merci beaucoup déjà pour votre présentation. Et je me demandais si vous faisiez des études d'impact carbone de vos projets, déjà pour vous-même, un peu pour vous rendre compte du bénéfice de toutes ces recherches, et aussi pour pouvoir le valoriser dans vos projets, enfin non, pas dans vos projets, dans des concours, pour pouvoir les obtenir, etc. Et du coup, si c'était le cas, je voulais voir si vous aviez un peu des ordres de grandeur à nous donner, et si à l'inverse c'était pas le cas, pourquoi, quels étaient les freins? Merci. Alors, nous architectes, on n'en fait pas, enfin on en fait peu. Mais on est accompagné par du bureau d'études qui font des analyses de cycle de vie, au travers desquelles en fait on va mesurer l'impact de la construction, l'ensemble des matériaux et l'impact de la vie du bâtiment sur 40 ans. Donc c'est des choses qui sont menées et puis qui sont quand même assez attendues d'une manière générale dans les bâtiments qu'on fait, puisqu'on nous appelle quand même pour ce qu'on sait faire d'une manière générale. Donc c'est des choses qui sont attendues et qui sont souvent un peu rentrent dans des procédures de labellisation, etc. Après, par exemple, pour Biganos, où on était sous forme c'était l'expérimentation E+, c'est moins, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, voilà, c'était l'expérimentation énergie, carbone, qui préfigurait la nouvelle réglementation environnementale 2020. Et donc, on était E3C2, mais c'était un objectif à viser. Je me souviens même plus s'il était imposé ou pas, en fait. Mais enfin, il était imposé, mais je me souviens même plus s'il était, contractuellement imposé. Voilà. Et on avait fait une analyse donc menée à l'agence avec des calculs savants. Et en fait, on en avait fait pour essayer de le parler, parce que souvent, si je vous dis par exemple, est-ce que quelqu'un est capable de dire quel est l'impact carbone d'un bâtiment de logement collectif RT 2015 par exemple, dans la salle? Est-ce qu'il y a une seule personne dans la salle qui sait à peu près dans quelle zone, voilà, en tonnes équivalent pétrole ou en kilogrammes de CO2 émis? Non, personne ne lève le doigt. Peut-être qu'il y en a qui savent. Enfin voilà, personne ne le sait. Et puis même si je le dis, même si on dit que c'est environ 900 kilos par mètre carré, en fait, c'est complètement impalpable, quoi. Donc pour essayer de faire comprendre ça, et notamment d'une présentation au maire qui roule en Laguna et qui va souvent à Bordeaux en Laguna, on l'avait converti, quoi. On avait dit, monsieur le maire, vous vous rendez compte qu'en fait, juste avec un peu de matière grise, un peu de jus de cerveau, mais en fait, Biganos, c'est pas très cher. C'est un projet qui est assez classique dans ses ratios construits, de manière assez étonnante. Et ça faisait, je crois que j'ai oublié, mais c'était énorme. C'était énorme. C'était 471 allers-retours Biganos-Bordeaux en Laguna par mètre carré ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Où c'était 12 fois le tour de la Terre en Clio. Enfin, bref, on s'était amusé à le convertir, quoi. Et tout d'un coup, ça fait prendre conscience que, effectivement, un petit peu de matière grise, un petit peu
un petit peu de bonne volonté dans la construction, ben, en fait, on s'aperçoit que c'est possible, et puis et ça a un impact réel, quoi. Voilà. Après, pour parler du carbone, il y a toutes les filières se bataillent ou se parlent avec leurs atouts. Le béton de chanvre, les gens de la paille vont dire qu'il est très émissif en carbone parce que la chaux nécessite une combustion importante. On est en permanence, évidemment le monde du chaux chanvre essaye de voir la valorisation de la fin de vie du chaux chanvre. Laurent Molly, d'ailleurs, l'ingénieur avec lequel on travaille, est en train de faire tout un protocole de recherche pour savoir dans quelle mesure on pourra récupérer le chaux chanvre, comme on peut récupérer la terre crue. En fait, les bilans carbone, quand on arrive sur ces filières, c'est pareil pour la terre. D'ailleurs, la grande bataille entre la terre stabilisée et la terre non stabilisée, vous avez certainement abordé cette question. Ce qui apparaît, c'est que dans la RE 2020, encore une fois, certains de ces matériaux sont pas nécessairement super bien valorisés. Ils vont l'être bientôt, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas que le bilan carbone, il y a aussi toute cette filière en fait, qui se met en place, tous ces gens qui se mettent en lien à travers ces matériaux. Enfin, moi, c'est quand même... il y a le carbone et voilà. Il y a autre chose. Ouais. Oui, mais merci beaucoup pour votre présentation. J'ai 2 petites questions techniques. Le panneau en terre que vous montrez au milieu, est-ce que vous avez fait des expérimentations, des expériences avec ce panneau-là en termes de poids, de manipulation? Et deuxième question, vous l'avez juste abordé, sur un des détails techniques, vous avez Biganos, je crois, c'était un enduit terre extérieur. Donc ma question, est-ce que c'est stabilisé ou pas, justement? Non, Biganos. Alors, ça c'est pas le projet. Hein, c'est ce que j'avais dit dans l'exposé, c'était les recherches d'Amaco. Moi, j'ai pas trop suivi. Enfin, en tout cas, évidemment, j'ai lu le rapport, mais j'ai pas été beaucoup plus loin que ça. Après, ça existe déjà les plaques. Il y a Argilus qui fait des plaques en terre. Globalement, c'est des formats beaucoup plus petits, puisque je sais plus, je crois que de mémoire c'est 60-120 ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment beaucoup plus petit qu'une feuille de plaque. Pourquoi? Parce que c'est plus lourd et il faut un peu plus de matière en fait, il faut un peu plus de terre, parce que la terre n'a pas autant de cohésion que, l'argile n'a pas autant de cohésion que du plâtre ou que du ciment, etc. Donc il faut un peu plus de matière, et donc c'est un peu plus lourd, du coup on fait des plaques plus petites et du coup c'est assez coûteux à mettre en œuvre. Nous, on avait un peu essayé, mais on n'a jamais réussi à le mettre en œuvre. Les plaques, en tout cas dans des projets de logement collectif, on n'a jamais réussi. Je dis pas que c'est impossible, on n'a pas fait. Voilà, nous ne l'avons pas fait. Et ensuite, la deuxième question, c'est une question piège. Non, en fait, initialement, donc c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé. L'idée de la constitution des parois, c'était donc j'ai parlé des parois verticales et notamment les définitions. Notre idée, c'était de finir en fait avec un petit complément d'isolation type laine de bois haute densité, enfin un panneau de particules de bois, pour pouvoir venir faire un enduit directement dessus. Et un enduit terre stabilisé, voilà. Et en fait on s'est quand même heurté assez fort avec le bureau de contrôle sur ce projet. Grégoire en commence à en parler, mais ils nous ont demandé des attaques partout, donc on a dû batailler un peu dur. Et dans les abandons, il y a eu la terre. Parce qu'en fait, vis-à-vis de l'étanchéité de la paroi, c'était compliqué. Faut imaginer que la terre crue, quand même, à partir du moment où elle est mouillée, longtemps, ça désagrège, quoi. Donc la question de l'étanchéité de la paroi, elle est primordiale. Et dans les questions, et du coup, au final, et c'était même Amaco, il m'avait dit, c'est pas la peine de pousser trop loin le bouchon, parce que de toute façon, un enduit terre en terre stabilisée, versus un enduit stabilisé sans la terre, avec du sable, il n'y a pas non plus un écart il n'y a pas de bataille à mener ici, quoi. Voilà. Donc on avait abandonné l'enduit terre et on en enduit
sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas RPE, mais pas loin là. C'est enduit sur, c'est un Steco. Voilà, enfin c'est un panneau de particules en bois dont la marque est Steco, et je crois que c'est le Steco Dry si ma mémoire est bonne. On avait de la ventilation naturelle d'ailleurs, initialement sur ce projet, mais qu'on n'a pas tenu. Inversement, dans le projet d'après, dans le projet du centre de la crèche, on a de la ventilation naturelle aussi. Ce qui est une manière, pendant qu'il réfléchit à ta question, ce qui est une manière de parler un peu, puisque c'est le thème de la conférence, construire des matériaux biosourcés, c'est de montrer comment finalement tout ça, c'est un travail un peu expérimental, très empirique, et en fait, à chaque projet, on met un peu le pied dans la porte du suivant. Là, on vient prendre un concours avec un bureau d'études avec qui on a dit on fait de la ventilation naturelle. Il nous a dit mais c'est pas possible dans une crèche, on n'y va pas. Et du coup, on a communiqué le rapport de switch de l'école au bureau d'études pour qu'il arrive à mettre de la ventilation naturelle sur un autre projet, quoi. Voilà. Mais donc il y a des gens qui avancent plus vite que d'autres, on va dire. Ouais, et peut-être juste un tout petit aparté sur la conceptualisation. On fait un concours en ce moment d'une autre école. On est avec Maître Cube, c'est un charpentier, c'est un groupement de charpentiers dont fait partie Pyrénées Charpente, mais aussi MEA à Paris, en Ile-de-France. On est à 4 semaines c'est un concours qui va très vite. On a 6 semaines pour dessiner le projet. À la 2e semaine, on fait des séances de travail très ramassées en fait avec le gérant Julien Méa, avec l'ingénieur, avec des gens très très qualifiés sur les matériaux, et en fait on arrive à des niveaux de détail en fait avant même de dessiner la façade, en fait, de dessiner les proportions. Enfin, on est en train évidemment, toute l'épure du projet sort, mais il faut reconnaître que la conceptualisation pour nous c'était un démon avant d'en faire, et en fait précisément sur ces sujets où il faut aller vite, parfois trop vite, mais aussi innover parce que c'est demandé, comme c'était le cas à Biganos, et là c'est demandé sur ce concours qu'on est en train de faire. En fait, c'est un accélérateur de décision et de compréhension du process. En fait, Julien Méa au téléphone nous dit voilà, moi je suis dans l'atelier, il nous montre qu'on connaît, mais il nous dit voilà, moi j'ai cette chaîne de fabrication là. Si tu mets de la paille, tu seras en 22, tu peux être en 36. Alors on hésite entre la botte, le 36 et le 22. Et puis pourquoi pas en chanvre, parce qu'en fait il a aussi des partenariats avec Wallop Préfa qui fait du chanvre. Donc en fait on arrive en 1 heure de temps, avec le savoir-faire de l'entreprise au moment du concours, à qualifier la façade dans des conditions de précision qui sont énormes et qui font en fait gagner un temps fou par rapport aux autres projets qu'on peut faire, dont Gennevilliers, là que je montrais tout à l'heure, où en fait on est en loi MOP tout seul, avec des ingénieurs super, et nous et tout le monde super, mais en fait on a un appel d'offres à la fin et c'est quand même des charpentiers, des gens qui vont répondre. Et on est sur des caractères très innovants. Donc en fait, il y a quand même un certain intérêt à travailler avec le charpentier, en tout cas pour ces projets-là, qui est... ça a ses limites par ailleurs, mais voilà. Bonjour, je suis en conversion professionnelle je voulais revenir sur le complexe de toit dans l'école. Quel est-il? Laquelle école? Creil. Creil. Celui-là, je sais pas où ils sont. C'est pas celui-là. Creil. Ta coupe, je pense. Ouais, je vais à la coupe. C'est Creil. Non, c'est pas Creil. En termes d'isolation. Pardon? En termes d'isolation. Ah, alors, en fait, on a ici le mur intérieur, enfin le mur extérieur est en pierre calcaire. Uniquement la toiture. Ah, la toiture, c'est la laine de bois avec de la charpente, c'est la laine de bois. On est en traditionnel, traditionnel biosourcé classique. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à votre projet de l'éloge en Josas. Si je comprends bien, vous l'avez livré en 2014, donc il y a 10 ans, une dizaine d'années. Et moi, j'avais une question technique. Le béton de chanvre nécessitant une perspirance, la façade semble filer en fait d'étages, enfin du rez-de-chaussée au R+1. Comment est-ce que vous traitez l'acoustique? Première question. Et deuxième question, comment ça a été reçu le béton de chanvre par les habitants? Bonne question.
Alors, c'est une bonne question. Alors, l'environnement extérieur, il est très calme, donc on avait un affaiblissement, je ne sais plus dire de combien, mais en tout cas qui était tout à fait classique. Et en fait, on a fait des tests acoustiques. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que les murs de refend intérieur sont en parpaing. Hein, donc on a toute la coque qui est en full chanvre, en 28 cm avec un enduit extérieur, et un pharmacèle intérieur sur lequel on a projeté. C'est assez simple, c'était les photos que je montrais avant. Et en fait, l'effet de masse, donc on a fait les tests acoustiques interlogement et les tests acoustiques des logements vers l'extérieur avec les incidences sonores, tout ça. Tout ça a été fait réglementairement en pré-réception de travaux et tout était conforme, tout nickel. Et 3 mois après l'entrée dans les logements, il y a un propriétaire qui s'est plaint. En fait, du bruit, d'impact de son voisin. Enfin bon, il avait une petite gêne. Donc on a refait les tests. Parce qu'on n'avait pas fait les tests dans tous les logements, on a fait des tests sur 2 logements types, enfin 2 paires de logements types. Et en fait, ce que nous a dit l'acousticien, c'est que finalement, le confort acoustique de la paroi extérieure et d'une certaine manière la surisolation acoustique de cette matière très épaisse, même s'il n'a pas une performance très élevée, il est très supérieur à celui d'une maison ossature-bois classique, on va dire, et génère un effet de concentration de la personne sur les bruits intérieurs, en fait. Et donc, nous n'avons pu apporter qu'une réponse très subjective, en fait, au fait qu'on était réglementaire, mais pas dans des zones de confort complètement classiques d'une maison ossature-bois habituelle, quoi. Voilà. Je crois que c'était ça la question. Et je ne sais pas si on avait une autre. Ce qui est un phénomène classique d'ailleurs. C'est par exemple très classique en réhabilitation, par exemple, parce que en fait, vous avez des gens qui sont habitués à entendre tout ce qui se passe partout, et tout d'un coup, vous mettez une grosse chape de plomb, un beau manteau tout neuf qui isole parfaitement de l'extérieur, et là, tous les bruits intérieurs vous paraissent 4 fois plus forts que ce qui n'était avant. Donc c'est super classique. Et petite précision, il y a quand même un léger encastrement des murs de refend dans les parois en béton de chanvre, pour qu'il y ait un chevauchement parfait, quoi. Je ne sais plus à fond. Bonsoir et merci pour la présentation. Je reviens sur ce dont vous parliez sur les questions d'expérimentation et du côté empirique vis-à-vis du béton de chanvre et tous les tests que vous avez faits sur le projet Biganos. Comment, quand vous dites vous forcez un peu les choses parfois pour mettre en place, est-ce que vous avez eu recours à des certifications pour arriver à mettre en place les prototypes? Enfin, est-ce qu'il y a un contexte normatif qui freine des fois l'expérimentation pour arriver jusqu'au bout de la mise en place de ces prototypes de matériaux? Oui, bien sûr, et bien sûr, on aurait pu en parler. C'est vrai que c'est assez intéressant, mais c'est presque un sujet en soi, quoi. Mais globalement, en France, vous avez la construction conventionnelle qui obéit principalement à des normatifs type les DTU, etc., les règles pro. Puis ensuite, vous avez les choses qui sont non conventionnelles et qui sont pour lesquelles vous avez des procédures à suivre assez normalisées. Ce sont soit des ATEX, de cas A, de cas B, de cas C, ça dépend de ce qu'on cherche, et soit des avis de chantier, soit c'est tout en fait. Quand c'est non conventionnel, en fait, c'est tout. Et donc, ça, c'est normalisé, c'est pas exactement le mot, mais c'est codifié, on va dire. C'est-à-dire que quand vous êtes en non conventionnel, vous sortez des règles reconnues par l'AQC, l'agence qualité construction, et du coup, vous devez obéir. Par exemple, je sais pas moi, vous avez un projet, vous êtes en train de faire une paroi entre 2 logements et elle n'est pas conventionnelle. Eh bien, elle doit obéir, je sais pas moi, à une résistance au feu, un affaiblissement acoustique dont parlait Grégoire, une résistance mécanique, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre de critères et ces critères-là, ils sont dictés et on doit y répondre. Donc, dans le cas des projets qu'on a présentés là, par exemple, en tout cas
pour parler de celui de Big House par exemple, une paroi entre deux logements, quand vous faites un refend rempli en briques de terre, bah, c'est pas conventionnel. Donc en gros, on vous demande des essais. Soit des essais in fine pour prouver par exemple que c'est bon en acoustique, ça vous avez le droit, mais évidemment personne ne s'engagerait à construire un truc sans même savoir ce que ça va donner. Et donc par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les essais qui avaient été faits justement sur les logements Josas, les essais acoustiques, pour nous permettre de justifier de la résistance acoustique d'une paroi. Alors c'est pas la même, mais enfin c'est le même essai, c'est la même. Ça reste une émission sonore émise d'un côté, reçue de l'autre, et puis on essaie de regarder comment ça marche. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire on essaie d'aller chercher le plus possible au travers des normes ou règles professionnelles existantes, les éléments qui vont nous permettre par analogie de pouvoir présenter des preuves théoriques. Et quand on ne sait pas présenter des preuves théoriques, on fait un prototype et on le soumet à plein de trucs bizarres, et à la fin il nous raconte une histoire qu'on espère être la bonne, c'est tout. Enfin, c'est ça la méthode. Moi j'avais une question sur le béton d'argile que vous présentez. Je voulais savoir si vous l'aviez expérimenté en contact au sol. Bonne botte, bon chapeau, bonne botte, bon chapeau, c'est le dicton de la terre. Donc à même le sol, c'est bonne botte. Non, en fait c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on nous demande. Là, il n'y a pas trop de règles pro dans la terre en ce moment. Elles sont en train d'être créées. En tout cas, c'est le chemin que ça prend, on va dire. Et donc les bonnes bottes, en général, c'est plutôt d'essayer de trouver un matériau hygrophobe qui ne va pas justement du tout pomper l'eau ni même dépérir sous l'effet de l'eau, et de l'intercaler en fait entre le sol et les parois, ou enfin en tout cas voilà, plutôt pas trop d'eau pour la terre crue. Bon, il est temps d'aller boire une bière. On est jeudi soir quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup.